être libéral-conservateur, c'est accepter que dans certains domaines, comme tout simplement de la préservation de notre capacité d'attention, de notre esprit et surtout de la santé psychique de nos enfants, dans certains domaines, on accepte de mettre des barrières, des contraintes qui peuvent même être très fortes. Si l'on considère que sans ces contraintes et ces barrières, on met en danger un des fondements de la vie humaine et peut-être même un des fondements du libéralisme. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut être libéral, comment on peut défendre l'individu si cet individu-là n'a plus de cognition libre. Certains disent que la défense de l'ordre profite surtout aux nantis. La réalité montre au contraire que ceux qui ont le plus besoin d'ordre ne sont pas les privilégiés de ce monde qui s'en sortent toujours, mais les gens ordinaires qui, face aux épreuves de la vie, aspirent à la continuité, à la régularité et à la permanence. Laetitia Strauch-Bonnard, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue, aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes journaliste et essayiste. Pourquoi avez-vous écrit cela ? J'ai écrit ce livre parce que je voulais faire une philosophie de la droite. Donc c'est un projet un peu ambitieux, mais que je voulais d'abord mener pour moi-même. C'est-à-dire que je savais que j'étais de droite, je le savais depuis un certain temps, mais je voulais d'une certaine façon résumer ce qu'était la droite pour moi, et pas seulement d'un point de vue historique, mais surtout philosophique. Faire une sorte d'état des lieux de ces principes, et même de ces principes intemporels. Alors, j'ai possiblement un prisme très philosophique, parce que j'ai étudié la philosophie, et j'aime les concepts. Ça arrive à des gens bien. J'aime la relation entre les concepts, j'aime comprendre les systèmes, j'aime même essayer de fabriquer des systèmes. Alors, c'est un prisme qui peut éloigner un petit peu de la réalité, du concret, mais pour moi, c'est toujours très concret. C'est-à-dire, quand il y a un concept philosophique, je vois des choses qui sont subsumées sous le concept assez facilement. Bref, j'ai commencé cette entreprise et je me suis rendu compte assez vite quand même que c'était assez ardu, assez sec et surtout assez impersonnel. C'est-à-dire que quand je le faisais lire, quand je faisais lire les pages que j'avais commencé à écrire, on ne comprenait pas très bien qui parlait, d'où je parlais, à qui je m'adressais. Enfin bref, il y avait quelque chose qui n'était pas déterminé. Et la réalité, c'est que ça n'était pas déterminé. C'est-à-dire que je n'avais pas moi-même décidé vraiment ce que je voulais faire. J'ai repris le travail d'une façon complètement différente. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de répondre à la question « pourquoi je suis de droite ?» donc parce que je pense que A, B, C, D, j'ai voulu répondre à la question « pourquoi je suis de droite ?» Devenu de droite, oui. Devenu de droite, pourquoi je le suis, pourquoi peut-être je l'étais avant sans le savoir. Une question éminemment personnelle, singulière, mais qui, à mon avis, a un potentiel de généralité assez important. Et je me suis rendu compte en travaillant sur mon histoire, parce que c'est ça que j'ai commencé à faire, en essayant de comprendre quel moment charnière avait compté et quelle configuration initiale aussi avait compté peut-être pour toujours. En faisant ce travail, j'ai compris que c'est seulement ainsi que je pouvais donner vie à ce qui n'était que des concepts. J'invite aussi le lecteur à faire de même en me lisant. Et certains lecteurs m'ont dit que ça fonctionne. C'est-à-dire que soit ils ont vécu une histoire similaire, soit ils ont vécu une histoire différente, soit ils sont de gauche. Mais en me lisant, ils arrivent à comprendre pourquoi tel passage de leur vie, tel épisode leur a fait choisir telle ou telle voie, ou au contraire refuser de changer. Enfin, tout est possible. La vie humaine est de ce point de vue-là, est passionnante. Et la vie de n'importe qui, en fait, la vie intellectuelle de n'importe quelle personne est intéressante. Oui, c'est un exercice assez salutaire de généalogie intellectuelle pour mieux se comprendre soi-même. J'ai appelé ça un auto-essai. C'est comme ça que j'ai présenté le livre à l'éditeur. Bon, le terme auto-essai a disparu assez vite, malheureusement, mais c'est un petit peu le pendant de l'autofiction. Oui. Se prendre soi-même comme sujet
de livres. C'est difficile parce qu'il y a toujours un risque d'autocomplaisance ou de narcissisme. Oui, alors là, vous parlez beaucoup de vos défauts à chaque étape de la vie. C'est assez courageux. Tant mieux, vous avez retenu ça. Oui. Non, bien sûr, parce que on a tendance à enjoliver aussi sa vie. Très tentant. Et à oublier certains épisodes. Et les épisodes que j'avais oubliés, finalement, c'est tous ceux où j'étais de droite, mais je disais encore que j'étais de gauche. Par exemple... Très répandu. J'ai 25 ans, je termine mes études, donc je rencontre mon futur mari à ce moment-là, et je défends des positions un peu compliquées sur la société et la politique. Donc je suis conservatrice sur les questions de société. Sur les questions économiques, ça n'est pas très clair, mais je suis en train de me diriger vers le libéralisme. Je défends plutôt l'ordre, l'autorité, la transmission, la famille, le savoir, l'élitisme, la méritocratie. Et je dis à mon futur mari, mais moi, je suis de gauche. Et là, il rit, enfin, ou il se moque de moi. Il me dit, mais arrête, enfin, c'est ridicule. Ouais. Et j'avais voté Sarkozy en 2007. Donc, ça n'était pas clair. Et pourquoi je disais que j'étais de gauche ? Parce que, déjà, j'évoluais dans un milieu intellectuel qui était celui de l'École normale supérieure et de Sciences Po Paris, où tout le monde était plus ou moins ainsi, ou en tout cas, personne n'osait dire qu'il n'était pas ainsi. Je venais d'un milieu aussi artistique, donc d'un environnement où il était assez mal vu d'être de droite. Mais surtout, moi-même, j'étais convaincue que je défendais le peuple. J'étais de gauche parce que je défendais les gens de peu. Et d'ailleurs, dans la citation que vous avez mentionnée, c'est ce que je fais, sauf que je le fais en expliquant qu'on peut le faire en étant de droite et qu'on peut très bien le faire même en étant de droite. Simplement, à l'époque, je n'en avais pas pris conscience. Donc je continuais à dire, je défends le peuple, je suis même du peuple, ce qui est quand même absurde parce que je finissais mes études dans des grandes écoles prestigieuses, mais je m'identifiais comme étant du peuple parce que ma mère elle-même s'identifiait comme étant du peuple parce que ses parents, à elle, étaient des ouvriers et qu'elle avait grandi, en effet, dans un milieu populaire. Donc il y a des espèces de croyances qu'on se forge. Vous entendez beaucoup de gens de gauche aujourd'hui vous dire voilà, ils sont aussi du peuple, ils défendent le peuple alors qu'ils n'en sont pas. Ouais. Et ce sont des croyances qui créent de véritables barrières mentales pour se regarder en face. Et à partir du moment où j'ai accepté de considérer que non, je n'étais pas du peuple, mais que j'avais le droit de défendre le peuple selon des principes peut-être un peu différents. Sans en être. C'est ça. Exactement. Eh bien, tout est devenu plus simple. Et d'ailleurs, vous dites sans en être, je pense que je continue à avoir des points communs avec ce qu'on appelle le peuple, tout simplement parce que on vit dans une nation que nous partageons tous. Bien et sûr, donc on peut trouver bien évidemment des points de connexion et de relation avec des gens de milieux sociaux différents. Voilà, mais c'est un exemple que je vous cite de cette prise de conscience de contradiction interne. Ça n'est jamais fini. Je veux dire, j'ai écrit ce livre, mais je continue à penser, à essayer de me penser. Je vais peut-être découvrir d'autres contradictions, d'autres tensions. Bon, je ne pense pas que j'écrirai pourquoi je suis devenue de gauche un jour, mais voilà, c'était important pour moi, pour clarifier à la fois cette trajectoire personnelle, cette trajectoire intellectuelle, ce panorama philosophique, de passer par de revisiter tout ce parcours. Bien sûr. Alors, il y a un point autobiographique sur lequel j'aimerais m'arrêter, qui m'a intéressé, qui est que habituellement, on dit que les gens deviennent de gauche par opposition au père, une espèce de sentiment de rupture. Et vous nous dites en creux que vous êtes devenu de droite par absence de père. Et je voulais vous faire réagir là-dessus. Je sentais bien qu'il manquait à la maison l'autre parent qui était une des deux personnes responsables de mon existence. Et ce qu'il manque, c'est donc à la fois, dans ce cas-là, la structure, la stabilité, parce que concrètement, quand votre mère est seule et qu'elle est
qu'elle vous éduque, elle doit subvenir à vos besoins, ça crée quand même un certain stress. Alors mon père versait une pension alimentaire, hein, mais c'était pas forcément suffisant, et puis surtout c'était très irrégulier. Donc il y a tout cet aspect matériel que j'ai très vite perçu. J'ai très vite compris que ma mère était soumise à une angoisse en fait vraiment très forte. Et puis il y a le manque d'amour, tout simplement. Un parent, c'est quelqu'un qui vous offre à la fois l'autorité et l'amour. Il peut vous imposer une autorité parce qu'il vous aime. Et c'est ça qui a énormément de valeur. Moi, j'ai très vite senti qu'il me refusait cet amour, tout simplement. Et donc, il me refusait aussi l'autorité et l'éducation, qui pour moi était une bonne chose. C'est-à-dire que je trouvais que c'était bien qu'on me donne des règles, parce que un cadre. Je ne voyais pas ces cadres et ces règles comme une contrainte insupportable. Je les voyais comme ce qui me permettait de me développer, comme l'école. Quand j'ai découvert l'école, pour moi, c'était un lieu de liberté, mais pas au sens où on me disait sois créative, fais ce que tu veux. Bon, à la maternelle, si, mais après, non. Mais c'était plutôt, regarde, voilà ce qui existe, voilà cette culture, tout cela existe avant toi, mais on te donne la chance, le droit de l'apprendre, et pour devenir quelqu'un d'éduqué et quelqu'un qui peut prendre sa place dans la société. Donc, c'est pour ça que quand j'entends aujourd'hui qu'on présente l'école comme une contrainte, ou enfin, c'est plus tellement le cas, mais disons quand certains critiquent une école qui serait trop contraignante ou qui tuerait la créativité des enfants, je ne comprends pas. Ça n'est même pas que je ne suis pas d'accord, c'est que j'ai une incapacité fondamentale à comprendre cette critique. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. La contrainte est mère de liberté. Et on ne comprend pas ça généralement, on se dit non, par exemple si je demande à quelqu'un sur une feuille blanche, dessine quelque chose, il y a une espèce de, pour le coup, vertige de la page blanche. Bien sûr. Tandis que si je demande, je sais pas, de dessiner une voiture uniquement avec des triangles, je viens de donner 2 grosses contraintes, mais c'est ce qui permet la créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et pareil sur, zut, je suis obligé d'apprendre les tables de multiplication par cœur, quelle contrainte ignoble. Oui, mais c'est ce qui va vous permettre de savoir compter un peu plus rapidement et de faire des chiffres plus tard. Zut, quelle contrainte ignoble, il y a l'orthographe, surtout française, qu'il faut apprendre. C'est ce qui va vous permettre de vous exprimer en société et d'écrire plus tard. Mmh. Donc la contrainte est mère de la liberté dans la durée. Et nous, on a un peu cette conception proprement adolescente, en quelque sorte, de la liberté qui est non, pas de contrainte, et donc je serai libre. Mais le sans contrainte, c'est le désert, en fait, au sens propre. Tout à fait. La liberté totale, pour moi, c'est une source d'oppression. C'est à la fois des autres, parce que bon, si vous exprimez votre liberté constamment, vous allez oppresser autrui, mais vous-même aussi, parce que vous donnez... Il y a un vertige, comme vous le dites, il y a trop de choix possibles, et surtout, vous n'êtes pas le premier homme. Et donc, vous vous imposez à vous-même la difficulté de devoir tout réinventer devant cette page blanche, alors que vous avez tout à gagner à vous hisser sur les épaules des géants qui vous ont précédé. Donc, pour moi, c'est un cadeau, en fait, la contrainte. En vous entendant, je pensais évidemment à l'apprentissage du dessin, qui est un apprentissage très difficile, qui est pour le coup une grande contrainte, mais à la fin, peut-être que vous arriverez à dessiner quelque chose qui ressemble. Et vous aurez la liberté de la compétence de savoir dessiner quelque chose quand vous le souhaitez, que vous n'aurez pas sans les contraintes de l'apprentissage du dessin au préalable. Bien sûr, c'est un moyen, mais je dirais même que c'est une fin en soi, cet apprentissage-là, parce il fait que vous devenez une meilleure version de vous-même, pour prendre une expression qu'on aime aujourd'hui. Vous devenez finalement en acte ce que vous êtes en puissance. Moi, j'aime bien ces 2 notions de puissance et d'acte que j'ai découvertes chez Aristote, parce qu'elles résument très bien pour moi ce que l'être humain peut être de mieux, mais aussi ce qu'il peut être de pire, ou si il ne se force pas. Et tout ça, je l'ai vu, y compris, donc là on parlait de l'école, mais dans la question même des règles, de la discipline, que j'ai tout à fait reçue par ma mère, mais que j'aurais bien aimé aussi recevoir par mon père, parce que il y a quand même une dualité dans la parentalité qui est fondamentale.
Et c'est vrai que, alors ce sont des généralités, je simplifie, mais le père, c'est celui qui vous jette dans le monde extérieur, quand même. Pour moi, il y a une représentation symbolique du père comme la société, la norme, la règle, mais dans le monde extérieur. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui, les femmes participent à la vie publique, et je le fais, et j'en suis ravie, mais il y a quand même une symbolique du rôle paternel, du rôle maternel. Parfois, d'ailleurs, il y a des couples où ça s'inverse, où ça se mélange, mais bon. Bref, ma mère a dû tout faire. J'aurais bien aimé aussi avoir un père pour m'inciter à prendre des risques, avec une mère qui aurait été là pour tempérer, modérer, protéger. Forcément, ça aurait été une source de développement encore supérieure. Donc elle faisait un peu les deux, et c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes le seul parent à devoir jouer ces deux rôles. Et puis l'amour, oui, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand vous n'avez pas l'amour, quand vous manquez de l'amour d'un parent, eh bien vous arrivez dans la vie quand même avec, disons, un peu moins de chance que d'autres, comment dire. Votre existence n'est pas légitime à vos propres yeux. Donc, vous devez faire beaucoup d'efforts pour vous rendre légitime, même, ne serait-ce qu'envers vous-même. Heureusement, j'ai trouvé l'école et l'apprentissage, le savoir qui m'ont permis en fait de m'exprimer dans ce cadre, et puis de réussir, et donc de me prouver d'une certaine façon que je valais la peine d'exister. Mais c'est quand même beaucoup demander à un enfant que de lui demander de lui-même être la source de sa légitimité. Et bien sûr, beaucoup d'enfants, même la majorité des enfants qui grandissent sans père, tournent mal. Enfin, soyons notamment francs et honnêtes. Les jeunes hommes en particulier. Bien sûr, parce que je pense que c'est encore plus dur pour un jeune homme de manquer de père, parce que si on considère qu'il y a une certaine identification entre un fils et son père, avec son père, une identification et une confrontation aussi à un certain moment, si vous n'avez pas ça, vous n'aurez ni le modèle, ni le contre-modèle. Et vous ne vous trouverez pas vous-même. Moi, heureusement, j'ai moins eu ce problème, puisque j'avais ma mère. En tant que femme, je pense que ça faisait déjà beaucoup. Mais tout de même, et alors ça c'est quand même un problème qui est présent à l'échelle de société tout entière, hein. C'est pas seulement des problèmes individuels que les gens essaient de régler, en bricolant avec autour d'eux une société relativement normale, avec deux parents dans chaque famille. Non, c'est quand même devenu un quelque chose de général aujourd'hui. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, c'est-à-dire de familles avec une seule femme à leur tête. Vous citez Houellebecq qui parle j'ai pas vu beaucoup de familles recomposées, mais des familles décomposées, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Alors, cette phrase est géniale. C'est dans Sérotonine. Et c'est son narrateur qui dit exactement ce que vous dites. Et il dit tout. Et en fait, quand on lit la phrase, on se dit, mais c'est complètement évident. Pourquoi je n'ai pas pensé à ce jeu de mots, mais c'est tout à fait ça. La famille recomposée est un ersatz de famille. Je sais qu'on en fait beaucoup l'éloge. Les gens se sont jugés quand on dit ça. C'est ça le problème. Alors que c'est pas dire qu'un idéal est un idéal, ce n'est pas critiquer les exceptions. C'est avoir une sorte de compassion pour elles, en quelque sorte. Ce n'est pas de dire vous n'êtes pas une vraie famille. Ce n'est pas critiquer les gens qui ont grandi en dehors de la norme. C'est juste dire elle reste souhaitable pour autant. Qui plus est quand ça vient de personnes comme vous qui ont ressenti une part de malheur d'avoir grandi en dehors de cette norme et qui auraient aimé la connaître si possible. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que c'est une analyse qui a été faite 2 fois dans cette émission. Une fois avec Marcel Gauchet, qui était la première émission, et une autre avec le psychiatre britannique Theodore Dalrymple, de son vrai nom Anthony Daniels, sur, alors il ne le nommait pas comme ça les deux, mais c'est la même idée, les croyances de luxe. Il y a des croyances, c'est aussi un sociologue américain, Rob Anderson, qui avait parlé de ça. C'est des croyances qui sont théorisées par les classes supérieures et dont les conséquences sociales négatives s'abattent disproportionnellement sur les classes populaires. Donc, par exemple, l'éloge du divorce, en tant que pure émancipation individuelle, sans prendre en compte les conséquences sociales, économiques, culturelles, morales, négatives, secondaires.
Et c'est des gens, entre guillemets, de la haute qui le théorisent en riant dans des salons ou dans des think tanks, et qui ensuite, par leur puissance culturelle, qui parfois ils sous-estiment, donnent des répercussions sur, Gaucher citait notamment les fameuses familles monoparentales. Vous dites que vous détestez le terme bureaucratique dans votre ouvrage. Notamment, il parlait de, typiquement, la mère de famille seule, électorat plutôt RN, qui, financièrement, a des conséquences terribles de cet éloge un peu facile du divorce. Bien sûr. Alors, écoutez, j'ai peu de choses à ajouter à ce que vous venez de dire, mais le livre de Rob Henderson que vous venez de citer, dont le titre m'échappe, mais qui est aussi une sorte d'autobiographie intellectuelle. Troubled. Ouais, exactement, Troubled, est un très très beau livre qui m'a beaucoup touchée. Alors, bon, son histoire est autrement plus dramatique que la mienne, puisqu'il a été adopté. Et c'est vrai qu'il explique très bien la façon dont on peut finalement se dédouaner aussi de regarder les conséquences de ces idées. Quand, en fait, ces conséquences sont supportées par des gens qui sont très loin de vous, qui vivent dans des catégories sociales complètement différentes. C'est vraiment, il y a tout dans cette notion de croyance de luxe. Il y a l'idée que ça permet de se distinguer, puisque comme l'achat d'un objet, d'un produit de luxe, ne vous distingue plus. On se distingue, qui distingue moins aujourd'hui, c'est vrai. Eh bien, vous vous distinguez et vous vous rapprochez de gens qui pensent comme vous, parce que c'est une croyance même quand même un peu sulfureuse malgré tout, un peu permissive, un peu très libre. Et puis de luxe, au sens où c'est une croyance de luxe, au sens où vous pouvez vous permettre de ne pas, soit de ne pas la vivre, soit de la vivre, mais parce que vous avez les moyens. Donc c'est vrai que la famille monoparentale dans un milieu privilégié, c'est difficile, mais c'est différent de la famille monoparentale dans un milieu pauvre. Parce que quand vous ajoutez la pauvreté affective à la pauvreté matérielle, en fait, vous avez un cocktail explosif. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a une intention, dans le sens où, je ne sais pas si c'est les progressistes qui ont ces idées, ont conscience que, ou envie que ça infuse dans toute la société. Et je pense que ça serait aller assez loin. Il y a plutôt une indifférence totale. Oui, et une manque d'information. Ils ne voient pas aussi les conséquences plusieurs décennies plus tard parfois et plusieurs strates sociales plus loin. Ils ne côtoient pas ces mondes-là aussi. Exactement. Là où ils sont responsables, à mon avis, c'est qu'ils ne se regardent pas en face. C'est-à-dire qu'il y a aussi le cas, et c'est très fréquent, de gens qui ont ces croyances de luxe, mais qui vivent d'une façon tout à fait conservatrice, au sens où ils sont mariés, ils ont un couple stable, ils ont les enfants, ils sont sur le dos des enfants à l'école, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Bon, en gros, ils se comportent comme la plupart des parents le font, ce qui me semble plutôt un bon comportement. Mais ils ne l'assument pas. Et le problème, il est là. Il est dans l'hypocrisie. Alors, il est aussi dans cette croyance, puisque la vie permissive, le couple permissif, la famille déstructurée, ça ne fonctionne pas. Mais il est en plus, il y a un degré supplémentaire de problème qui est que vous vivez d'une façon différente, contradictoire même avec ce que vous professez. Et c'est là, moi, que j'en veux, alors c'est un terme très fort, à ces personnes, à ces catégories de personnes. Et c'est là, je pense, où elles font beaucoup de mal, parce que si elles se regardaient en face, elles essaieraient tout simplement de rapprocher leurs idées et leur vie. Peut-être qu'elles auraient une vie plus permissive, ça j'en doute. Alors peut-être alors elles changeraient d'idée et elles seraient capables de dire publiquement qu'il est important pour les enfants qu'ils aient une enfance stable. Mais vous voyez très bien que dans le monde d'aujourd'hui, et notamment dans le monde médiatique, dans le monde moi j'appelle le monde du commentariat, ou chez les intellectuels progressistes, demander ça, c'est demander la lune. Ce serait absolument impossible d'attendre de ces personnes qu'ils aient un tel discours. Un autre exemple, semble-t-il, de croyance de luxe important, ça permet de densifier un peu le concept, que Samuel Fitoussi, dans son dernier ouvrage, détaille beaucoup, c'est assez savoureux, c'est la libéralisation de toutes les drogues. Et pour faire simple, les années 60 et les Beatles et les Rolling Stones, sur un éloge alors de plus en plus explicite au fur et à mesure de leurs albums, de la marijuana, puis de la LSD, etc., ça donne, en étant schématique évidemment, 60 ans plus tard, la crise des opiacés dans les milieux américains ruraux, blancs, pauvres.
Et on voit très bien, au début, ça va, quand on est artiste, on peut faire l'éloge, on massifie culturellement la chose en la normalisant, on fait des concerts clairement sous influence, c'est cool d'être comme ça. Dalrymple cite notamment un concert d'Oasis, alors du coup plutôt années 2000, dans lequel l'un des deux frères dit au micro « Putain, est-ce que quelqu'un a de la drogue dans le public de façon vulgaire ?» Bon, on massifie, on normalise ça culturellement en haut, entre guillemets, et derrière, on a la crise des opiacés, alors plutôt américaine en l'occurrence, mais ça se massifie quand même en France, notamment on a reçu Fourquet qui en avait parlé, la question de l'herbe. Et je trouve que ça, c'est un bon exemple de causalité culturelle dans la durée, souvent sur plusieurs décennies, du haut qui ne souffre pas trop, si ce n'est que bon, ils ont une cuite le lendemain, et qui finit par générer des conséquences dramatiques dans la durée pour les classes populaires à la suite de ça. Alors c'est multicausal parce Bien que sûr. Il y a d'autres raisons qui poussent les gens à se droguer ou avoir des comportements similaires. C'est compliqué, mais oui, je pense que ça fait partie du problème. Et moi, surtout, la partie la plus problématique de ce que vous décrivez, c'est plutôt qu'il n'y a pas de réaction. Ces gens ont une énorme influence. Ce qu'on attendrait d'eux, c'est qu'ils utilisent cette influence pour dire aux gens, non, ne faites pas ça. C'est-à-dire, oui, vous le faites pour des tas de raisons, la vie est difficile, vous êtes tentés, la tentation est partout. Bon, voilà, on ne va pas juger chacun individuel, mais essayer d'en sortir. C'est ça que j'attendrais, moi, de ces personnes. Parce que, voilà, ce ne sont pas on ne peut pas leur demander non plus, on ne peut pas demander à tout le monde d'être moralement exemplaire. Mais c'est vrai que il faut être responsable dans la vie. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est aussi avoir du respect pour les gens, puisqu'ils ne diraient pas à leurs propres enfants allez, vas-y, va te droguer tranquille, va t'amuser. Alors, certains le font, hein, ça n'est pas mieux. Hein. Parce que là, ils sont parfaitement cohérents. Vous voyez, j'ai côtoyé en école anglaise le fils de Mick Jagger. Oui. Et de fait, il suivait globalement l'exemple du père. Alors, il était très sympathique et assez indépendant dans sa façon d'être. Mais là, pour le coup, je pouvais voir déjà un enfant qui clairement avait l'air de souffrir quand même de la situation de ses parents. C'est-à-dire je pense qu'il voyait quasiment jamais son père, pas beaucoup sa mère, et voilà. Et par ailleurs, je pense que oui, sur le mode de vie, il suivait pas mal l'exemple de son père et je n'étais pas certain que ça le rendait heureux. Donc, en tout cas, c'était intéressant de voir un cas d'école, c'est le cas de Voilà, dire. vous avez un cas de parfaite cohérence. Exactement. En fait. Donc vous n'avez pas trop d'hypocrisie, Non, pas c'est le bon d'hypocrisie, côté. c'est vrai. Mais en même temps, il y a tout le mauvais côté des idées qui sont appliquées de façon absolument directe. J'ai une anecdote à ce sujet, anglaise également. Jeremy Corbyn, qui était l'ancien leader du Parti travailliste, très à gauche, était opposé au grammar school. Je ne sais pas si vous c'est les écoles pour nous privées, c'est ça? Alors, ce sont des écoles publiques, mais sélectives, c'est ça, qui ont quasiment disparu, mais il en reste quelques-unes. Et sa femme, qui est son ex-femme aujourd'hui, mais sa femme à l'époque voulait que leur fils rejoigne une grammar school. Il a refusé, il a souhaité que son fils aille dans l'école qu'on appelle comprehensive, c'est-à-dire l'école en gros non sélective du quartier, et ça a été un des motifs de leur divorce. Donc vous voyez là, en fait, une cohérence parfaite. Donc je ne sais pas ce qui est le pire. La cohérence parfaite à gauche, où vous appliquez parfaitement vos idées, mais là ça devient quand même inhumain en fait. Au point d'en faire payer le prix aux enfants. Voilà. Ou bien l'incohérence, où vous continuez à profiter de belles idées, vous épargnez quand même vos enfants, mais quand même à la fin, ça trickle down, pour reprendre un terme économique. Ça dégouline sur le reste de la population. Vers les autres. Et le reste de la population le fait finalement sans vraiment savoir pourquoi elle le fait. Souvent, dans les études, on perçoit que dans les classes populaires, les gens aimerait avoir une famille stable, un bon mariage, un bon travail, enfin que tout soit bien, mais bon, en même temps, dès que des obstacles se présentent, elles préfèrent aussi le choix du divorce ou de l'union libre, parce que ce n'est pas très clair. Et c'est pas très clair dans leur tête. Pourquoi ? Parce que comme on a renoncé à tout paternalisme de l'élite, et qu'on n'a plus d'église aussi, pour dire aux gens, essayez de faire un peu autrement, faites des efforts, c'est pas bien de se séparer. Comme on n'a plus ça, on laisse les gens dans cette liberté totale qui est en effet un vertige. La difficulté de notre époque, c'est qu'on ne peut pas revenir
au paternalisme d'hier. Je ne dis pas que demain, par la loi, il faut obliger les gens à vivre d'une certaine façon, qu'il faut baptiser les gens de force et qu'à l'église, tous les dimanches, ils reçoivent, disons, les bonnes leçons de morale. Pas du tout. Je suis réaliste, je vis dans mon temps. La question que je me pose, et c'est pour ça aussi que je défends le libéral-conservatisme, c'est-à-dire je ne défends pas un conservatisme intégral, c'est que je me demande comment faire dans le monde tel qu'il est, pour réintroduire ces valeurs-là, pour réintroduire une forme de paternalisme qui soit humain déjà, et qui soit adapté à l'époque. La façon la moins intrusive de le faire, dans une époque libérale sur le plan de vivre et laisser vivre, c'est par l'exemple. Par l'exemple, vous n'avez obligé personne, mais de fait, vu qu'on est des créatures mimétiques, quelqu'un qui a du succès, qui est impressionnant, qui peut être charismatique, etc. Les gens, surtout les jeunes, ils prennent des notes, mais ils regardent tout. C'est-à-dire que les influenceurs et le développement personnel, c'est ça aussi. J'aimerais vivre comme lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Et ils vont jusqu'à chercher, mais la façon dont ils se brossent les dents le matin en se levant pour se dire c'est la recette du succès. Donc il y a un mimétisme de figures routines, les morning routines. En ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit tous les Américains, ils lèvent à 4h du matin, ils se mettent un truc autour de la bouche pour respirer par le nez. Une grosse mode. Ils se plongent dans une piscine glacée. Oui, exactement. On a vu les mêmes vidéos. Et alors, avant de passer au conservatisme, je voulais rebondir sur qu'est-ce qui est de pire entre hypocrisie et cohérence absolue. On a eu le cas français avec très similaire à ce que vous avez raconté avec Pape Ndiaye qui a mis ses enfants dans comment s'appelle l'école, j'ai oublié le nom. L'école alsacienne. L'école alsacienne, voilà. Donc pour le coup très privilégié, ce qui n'est pas un gros mot, mais élitaire, sélective, etc. Et j'en avais parlé avec un ami, donc qui est le psychanalyste Ruben Rabinovitch, qui en fait lui disait oui, c'est hypocrite, mais moi ça me rassure parce que il y a au moins un endroit oui, c'est ça, où pour lui l'idéologie recule. C'est-à-dire que l'idéologie n'englobe pas tout son paradigme. Il y a une exception, il y a un endroit où ça respire et il y a quand même un amour manifestement pour ses enfants en disant je vais vous épargner, je souhaite vraiment le meilleur pour vous et je ne vais pas par cohérence idéologique vous faire payer les conséquences de ça. Alors juste sur donc vous avez prononcé le mot qui commence bien mal, comme on disait, donc le conservatisme. Qui ne finit pas mieux. Qui ne finit pas mieux, non c'est vrai. Quelle est pour vous la définition de la chose Pourquoi ce terme vous a intrigué et comment êtes-vous arrivé à ce isme-là ? Bien d'abord, le terme est très beau. Conserver de façon même quotidienne, triviale, me semble une très bonne chose. On conserve les choses qui nous sont chères. Hein. Quand on a un beau livre, un beau meuble, on le conserve. Et conserver, ça veut dire que on le répare aussi s'il s'use. Donc on l'aide à vieillir. Et puis ensuite, on le donne à ses enfants. Voilà, déjà en termes d'activité humaine, ça me semble une très bonne chose. J'aime bien commencer par les définitions assez simples, parce que quand on commence par les ismes, parfois on commence un peu trop, on est un peu dans le ciel des nuées. Alors, comment j'y suis venue ? C'est compliqué parce que c'est difficile de tracer, en tout cas le moment même où j'ai découvert le terme. Je pense quand même qu'il y a eu un moment vraiment charnière qui est quand j'ai commencé à travailler sur les réformes de David Cameron au Royaume-Uni, à l'époque où je travaillais à l'Institut de l'entreprise. C'est un think tank. J'ai été chargée de recherche, je suis rentrée en 2012-2013. Et parmi les travaux qu'on a entrepris avec donc le directeur des études, on s'est intéressé à ce qui se passait au Royaume-Uni. David Cameron avait été élu en 2010. Il était à la tête d'un gouvernement de coalition avec les libéraux-démocrates. Et on a regardé concrètement l'ensemble des réformes menées par le gouvernement que Cameron avait nommé la Big Society. Là, la grande, grosse société. Bon, l'idée, c'était de revenir un peu aux sources de ce qu'est la vision un peu idéalisée, conservatrice à l'anglaise, d'une société qui est fondée sur un certain nombre de communautés, dans le bon sens du terme, hein, on n'est pas dans le contexte français, communautés où les gens, au niveau local, s'entraident, donc, vivent bien ensemble, et où, finalement, entre l'individu et l'État, il existe
ces espèces de... ce que Edmund Burke, le philosophe britannique, père du conservatisme, appelait les little platoons, les petites sections de la société, et où on trouve sa place, où on s'inscrit, où on trouve à la fois, comme on disait tout à l'heure, des contraintes, mais aussi des liens. Et ça, c'est ce niveau-là de la société civile, est très important pour les conservateurs. Et alors, j'ai découvert quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Là, j'ai découvert donc, les Tories, le parti de droite britannique s'appelle le Parti conservateur ou le Parti Tory. Donc déjà, le nom existe, le nom est prononcé. Donc ça, c'est le mot qui veut dire droite. Et je me suis tout de suite dit, oui, je pense que je préfère même ce mot de conservateur à celui de droite. Et puis, de fil en aiguille, je suis allée lire donc Edmund Burke. Et puis le dernier, donc le premier, Edmund Burke, le dernier qui était vivant à l'époque, qui s'appelait Roger Scruton. Sir, parce qu'il a été knighted par la reine. Alors, je crois que c'est en 2016. Ah oui, d'accord. Alors, la reine, oui, mais précisément par Charles à l'époque. C'est lui qui l'a fait chevalier. Donc, le roi Charles, pardon, à l'époque, c'était le prince, le prince Charles. Et Scruton, c'était à l'époque le dernier grand philosophe conservateur vivant. Il avait écrit une quarantaine, cinquantaine de livres. Et vous savez, j'ai vraiment eu l'impression comme si j'ouvrais une fenêtre et qu'au lieu de voir une rue, je voyais un paysage immense, mais que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire comme si je ne regardais pas au bon endroit avant. Et soudain, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un univers intellectuel, mais gigantesque, donc anglophone, le conservatisme. Parce qu'il y a aussi le conservatisme américain. Donc, vous avez le conservatisme britannique, américain, canadien aussi. J'ai eu l'impression qu'on me l'avait caché. C'est-à-dire que j'ai eu une première réaction un peu étrange. J'ai dit, mais on ne m'a jamais parlé de ça. C'est incroyable. Mais de fait, quand vous traduisez en 2014 l'ouvrage de Scruton de l'urgence... C'est 2016. 2016 ? Non, mais vous en écrivez un en 2016. 2016, oui. D'accord, oui. Les deux, c'est la même année. D'accord, les deux la même année. Donc, vous poussez le conservatisme avec 2 balles en même temps en France. Moi, c'est des ouvrages qui m'avaient beaucoup marqué, les deux. J'avais 18-19 ans en les lisant. C'est quand j'ai commencé à lire. Éternel regret d'avoir commencé à lire une fois que j'étais majeur, mais bon, passons. J'étais à Exeter, au Royaume-Uni. Il y avait la primaire de la droite à ce moment-là. Et la présidentielle derrière en ligne de mire. Donc, un moment de politisation, un moment de lecture. Je me souviens également du texte... on reviendra à Jean-Claude Michéa après, mais votre dialogue avec Michéa dans le Figaro Vox à l'époque. Donc c'était drôle, parce qu'il y avait l'ancien élève face au maître qui dialoguait. Donc à un moment de foisonnement intellectuel où justement, de la même façon, mais pour moi, grâce à vous, le terme conservatisme apparaît dans mon champ lexical intellectuel. Et je vois très bien ce que vous voulez dire, cette espèce d'océan conceptuel qui me paraissait tout à fait innovant, paradoxalement, et nouveau, et absent, et une espèce de... qui m'a caché ces choses-là, d'où est-ce que ça sort Exactement. Comme si j'avais passé des années à l'université à perdre mon temps, en fait. Oui, oui. Déjà, j'avais eu l'impression de perdre mon temps, parce que à l'époque, j'avais beaucoup travaillé sur Gilles Deleuze, le postmodernisme. Enfin, j'étais tombée dans cette soupe. C'est très sombre. C'était sombre, je n'aimais pas ça, mais je n'avais pas vraiment conscience de ne pas aimer. Enfin, et là, soudain, je me suis rendu compte que oui, j'avais raison déjà de ne pas avoir aimé la philosophie postmoderne et que surtout, il y avait une philosophie conservatrice, digne de ce nom. En gros, une droite avec des idées, pour le dire un peu franchement. Donc ça a été vraiment un moment de réjouissance intellectuelle assez spectaculaire, je dois dire. Mais sur ça, justement, je dirais que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que dans les textes postmodernes que vous citez, il y a un espèce de présupposé de cynisme très fort, et qui nous dérange un peu en le lisant, en disant oui, mais là, il vient de réduire la famille à une stratégie de reproduction sociale, mais moi, c'est pas tout à fait comme ça que je le voyais, mais peut-être qu'il a raison, je sais pas. Oui. Et en tombant sur Scruton, on a un sentiment de respirer pour la première fois, en disant en fait, c'est peut-être d'abord l'amour qui fonde la relation entre les êtres, plutôt que la domination. La domination, c'est la forme pathologique des relations entre les gens, c'est pas la forme normale, et c'est même pas la forme la plus répandue. Et donc de tomber sur Scruton là-dessus, c'est très marquant, et ça fait lien avec le titre de votre ouvrage sur la gratitude. La gratitude, c'est le dernier mot publié de son vivant, de la part de Scruton, ce qui est très beau parce qu'on sait qu'il a été
persécuté, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même pourchassé par l'intelligentsia anglaise. Il a été limogé de certains postes, il y a eu des cabales contre lui, et il termine sa vie sur un dernier texte où le dernier mot posé est gratitude. Et vous avez eu la chance que je n'ai pas eu, que j'ai failli avoir, et ce sera un de mes regrets éternels aussi avec la lecture à 18 ans, de le rencontrer. Comment était-il humainement et dans quel contexte le croisiez-vous? C'est émouvant ce que vous dites sur Roger Scruton. Alors, je reviens à l'époque où je découvre le conservatisme, je découvre Roger Scruton, et puis soudain, les choses vont très vite. J'ai l'opportunité de partir à Londres avec mon mari qui obtient un poste de post-doctorat, donc c'est 1 an. Donc, je quitte l'Institut de l'entreprise parce que je sens que c'est le moment d'y aller. Il y a quelque chose à faire. Dans le même temps, je me rapproche du Point, du magazine. Je leur propose de faire des piges pour eux parce que je voulais me lancer dans le journalisme. C'était le moment. Ils me disent « vas-y ». Et je leur parle de Roger Scruton. Donc je me rends compte que personne, ou presque, n'en a parlé en France, qu'il est ignoré. Le Point, à cette époque, s'intéressait énormément aux grands penseurs étrangers. Ils m'ont dit « vas-y ». Alors, j'ai écrit à Roger Scruton. Bonjour, je travaille pour un journal français. Je voudrais faire un entretien. C'est vraiment le coup de tenter. Il faut toujours tenter. Alors, s'il y a un conseil je suis d'accord. que je donnerais aux gens qui nous écoutent ou nous regardent, et surtout aux plus jeunes, tenter et relancer. Toujours. Et accepter de relancer. Moi maintenant que je suis relancé parfois, je me dis « ah, il a bien fait ». Et je me dis pas, dis donc... Non, c'est mieux que ça. C'est celui qui relance vous prouve qu'il est vraiment déterminé. Absolument, vous avez raison. Mais il faut toujours y aller parce que déjà, on n'a rien à perdre et on a beaucoup à gagner. Parce que Roger, je l'appelle comme ça parce qu'en Angleterre, les gens s'appellent par leur prénom. Donc Roger m'a répondu tout de suite et je suis allée le voir à Londres. Il logeait dans un petit appartement. Il habitait à la campagne, il logeait dans un appartement dans le centre de Londres quand il y était. Et à partir de là, nous sommes devenus amis. C'est assez beau de devenir ami avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que soi. Donc quand je l'ai rencontré, il avait 70 ans. Et c'était une vraie amitié, alors d'abord intellectuelle, puisque j'ai commencé à le voir de temps en temps pour discuter. Il m'a intégré à ce qui s'appelle le Conservative Philosophy Group, donc qui a été fondé dans les années 70 par lui-même et d'autres. Je crois que ça a commencé au moment où Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir. Comme son nom l'indique, un groupe de discussion des idées conservatrices. Et dans ce groupe, alors, j'ai trouvé la crème de la crème. Tous les 2 mois, des discussions. On participe à des discussions chez quelqu'un, souvent un lord. Vous allez à Westminster, dans la maison d'un lord. Très bien, très discipliné aussi, très à l'anglaise. Tout le monde arrive à l'heure, vous vous asseyez. Roger Scruton interview quelqu'un, une personnalité. Ça dure 1 demi-heure, 3/4 d'heure, c'est passionnant. Petite pause, vous allez manger des petits sandwichs triangles. Bien sûr. Sur la croûte. Ouais. Mais vraiment délicieux. Mais vous voyez, alors le public quand même, il y a des ministres, des parlementaires, des journalistes, des chercheurs. Vous tournez la tête, oh, Michael Gove. Moi, il m'a introduit comme ça. Je suis arrivée là, le premier jour, mon arrivée à Londres, c'était le 28 octobre 2014. Je me rappellerai toujours cette date. J'ai pris les clés de mon appartement. Mon mari était en train de finir le déménagement. Et je suis allée à Westminster dans cette première soirée-là. Et ça se passait j'oublierai jamais non plus le nom, chez Lord Flight. Et chez Lord Flight, il y avait des peintures de tous ses ancêtres au mur. C'était extraordinaire comme ambiance. Donc, je reviens à la pause sandwich. Après la pause, les questions. Et donc, tout le monde pose des questions à Roger Scruton et l'interlocuteur. Donc, l'interlocuteur, ça pouvait être un ministre, enfin des gens vraiment de très, très grande qualité. Et ils m'ont fait poser une question ce jour-là, la première fois. C'était une épreuve, mais c'était fabuleux. Et à partir de là, j'ai eu l'idée de traduire le dernier livre de Scruton qui s'appelait « How to be a Conservative », qui venait de sortir. J'ai trouvé un éditeur qui avait eu la même idée en même temps, qui est Damien Serriex à l'Artilleur. Et il m'a dit, vas-y, allez-y, traduisez-le. Je me permets une incise. Actuellement, il y a les éditions Carmin
qui cherchent à faire Je sais. traduire de nouveaux Scruton. Je sais. C'est formidable. D'ailleurs, ils ont lancé un Tipeee, appel à... c'est ça, tout à fait. un appel aux dons, exactement. Oui, donc... Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera diffusée, mais si on peut les aider, il faut le faire. Allez-y, si vous voulez, n'hésitez pas à contribuer pareil. Parce que malgré vos efforts, on ne peut pas dire qu'il a été surtraduit en France non plus, quoi. On pourrait en faire d'autres. Écoutez, moi, j'ai une liste que j'ai proposée à plusieurs éditeurs. Excellent. Les traductions coûtent cher. Oui, mais c'est vrai. Donc, ça on se peut comprend. comprendre. Oui, bien sûr. C'est pas... L'autre difficulté, c'est qu'on va de plus en plus vers la traduction de livres qui viennent de sortir, qui ont eu du succès. Oui. Mais c'est très dommage. On aurait intérêt à traduire, au contraire, des classiques. Qui ont survécu à l'épreuve du temps. Exactement. De façon très conservatrice. Exactement. Et alors, Roger Scruton en a écrit une 50aine, donc il y a le choix. Mais je crois quand même qu'ils ont prévu de sortir une ou deux traductions, en tout cas si leur appel de fond fonctionne. Quand même, là-dessus, je voulais vous tirer un coup de chapeau, parce que le mot conservatisme et le mot Scruton, aujourd'hui, sont sans doute moins extraterrestres pour ceux qui nous écoutent qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. C'est-à-dire que là vraiment, faut pas être des enfants gâtés. C'est-à-dire que Scruton se cite et se diffuse relativement normalement dans plusieurs sphères intellectuelles. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Et là-dessus, ça vaut quand même le coup de faire des traductions, de diffuser des pensées, d'introduire des penseurs auprès de journalistes français, d'intellectuels. Bien sûr, si j'ai pu contribuer à le faire connaître, j'en suis ravie. C'est vraiment quelque chose d'important, d'autant plus que nous étions amis, comme je vous ai dit. Nous nous sommes rapprochés aussi, comment dire, familialement même, parce que je suis souvent allée le voir donc, dans sa ferme, je passais plusieurs jours là-bas, je connais bien sa femme, je connais bien ses enfants, je connais bien ses chevaux, parce qu'il faisait de la chasse, donc il avait des chevaux chez lui, on discutait au coin du feu, j'ai emmené ma famille, il n'a vu que ma première fille, mais c'était très important aussi pour moi d'être amie avec lui, parce que finalement tout allait ensemble. Parce que chez lui, la vie et la pensée allaient ensemble. Et donc, pour moi aussi, la vie et la pensée vont ensemble. Donc, qu'on devienne amis et que nos vies soient un peu liées, quand il avait le temps, ça faisait partie aussi de cette vie conservatrice. Moi, typiquement, le seul ouvrage que j'ai rédigé, c'est sur le wokisme, et je terminais en conclusion sur cette opposition, en effet, entre, je dirais, cynisme, ressentiment, ingratitude d'un côté, et en effet, à l'inverse, gratitude, émerveillement, amour du beau de l'autre. Et je termine évidemment sur le fait que le dernier mot vivant de Scruton soit gratitude. Et j'ai appris par un ami que ça avait été dit à la femme de Roger Scruton, alors que je ne connais pas, et qu'elle avait été émue de savoir que sa pensée, notamment chez des jeunes auteurs, continuait à vivre et à fructifier en France. Et pourquoi je pense que vous avez bien fait d'angler sur la gratitude, c'est que quand on voit Scruton, c'est une philosophie qui a pour but de magnifier tout ce qu'on prend pour acquis. C'est-à-dire qu'il va écrire sur la musique, il a fait un documentaire BBC magnifique sur la beauté, en expliquant par exemple que quand on tag des murs en béton abominables, c'est que les deuxièmes vandales, parce que les premiers vandales sont ceux qui ont construit ces horreurs-là. Il a écrit sur le rapport entre le vin et la philosophie dans un livre intitulé « I drink, therefore I am », donc je bois, donc je suis. Qu'il a failli appeler « Critique du raisin pur ». Oh, magnifique, superbe. Voilà, superbe. Je vous livre cette anecdote. En traduction française, ça pourrait. Tout à fait, mais ça a été traduit d'ailleurs. Celui-là a été traduit. Je bois donc je suis a été traduit, ainsi qu'un livre sur Spinoza, parce que c'était acceptable, justement. Cet aspect-là du conservateur. Hors conservatisme politique, entre guillemets. Alors, pour moi, il n'y a pas plus conservateur, justement, mais tant mieux, si ça passe par le biais de la culture et de la nourriture, très bien, mais c'est éminemment conservateur d'écrire un livre sur le vin, il a fait un livre sur la chasse, qui est magnifique. Alors ça, c'est un livre mais exceptionnel, qu'il faudrait absolument traduire, qui est court en plus, et qui est peu connu. Il a écrit sur le désir sexuel aussi. Ça, c'est étonnant de la part d'un conservateur, mais justement, c'est un éloge du désir sexuel entre la permissivité et le puritanisme. Donc, c'est une pensée tellement, tellement profonde. Et bien sûr, enfin, on pourrait faire une émission par projet par livre, sur un livre, sur livre de, pardon, excusez-moi, on pourrait faire une émission par livre de Scruton. Oui, mais sur
la question de la gratitude, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les auteurs postmodernes et leur position à Scruton. C'est vrai que la première chose qui m'a frappée en le lisant, c'est que son texte, sa philosophie, respirait la joie, tout simplement. Et le bonheur d'être vivant, le bonheur qu'il y a à profiter de ce qu'il y a de plus beau. Le bonheur de l'expérience esthétique, de l'expérience amicale, de l'expérience amoureuse, de l'expérience même de la vie publique. Et il y avait vraiment cette idée que quand on regarde les choses de la bonne façon et quand on regarde les bonnes choses, oui, c'est sûr. Eh bien, on peut être heureux, mais pas au sens où on est content. C'est un vrai bonheur, même au sens antique. Pour moi, il rejoignait même la philosophie telle qu'elle était chez les Grecs. Il y avait quelque chose chez lui du disciple, un peu, oui, c'est ça, un peu comme Aristote dans son lycée. Alors que les philosophes postmodernes qu'on citait tout à l'heure remplissent de tristesse. C'est-à-dire que si l'on n'est pas triste, on le devient en lisant. Mais si on est déjà un peu triste au départ, c'est catastrophique. Ça noircit le monde. C'est triste et c'est cynique. C'est-à-dire qu'il vous engage à voir ce qu'il y a de pire dans les choses, disons, qui sont déjà difficiles. Mais en plus, à imaginer que les choses qui sont complètement inoffensives sont en fait nocives et vous veulent du mal. Que l'amour du grec et du latin, c'est une façon d'opprimer les moins privilégiés que soi, par exemple. Et donc là on voit par exemple. Un désir d'amour va être retraduit en désir de domination. Donc si vraiment vous commencez à réfléchir comme ça, le cynisme qui va s'abattre sur vous est effroyable. Et je pense que sur ça, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en exergue, parce que c'est trop souvent mal compris. La gratitude et l'ingratitude, le ressentiment et l'émerveillement dépendent très peu, voire pas du tout, de votre milieu social et de votre classement sociologique, si je puis dire. Parce que vous avez, pour caricaturer, des Africains pauvres comme tout, qui sont ivres de joie quand ils découvrent qu'ils vont pouvoir aller à l'école à 25 km à pied le matin. Et vous avez à l'inverse, ça on le connaît bien, c'est le personnage de Dudley dans Harry Potter, des pourris gâtés qui, lorsqu'ils ont 25 cadeaux qui arrivent pour leur anniversaire, font remarquer, mais c'est un de moins que l'an passé. Et là, la mère s'empresse d'en acheter 2 pour que ce soit un de plus. Donc là, il y a une décorrélation totale entre, en fait, la chance, entre guillemets, de votre contexte de naissance et la disposition de l'esprit que vous portez sur le monde. C'est deux choses qui n'ont rien à voir et qui même parfois sont inversement corrélées, parce que, comme on dit, le pourri gâté est incapable de voir ce qu'il a déjà et ne peut que percevoir ce qu'il manque, ce qui est une façon de devenir malheureux sur le long terme. Des scientifiques sociaux avaient travaillé là-dessus, sur la gratitude comme exercice, alors spirituel ou mental, que vous soyez croyant ou non, où vous faites à la fin de votre journée toutes les belles choses qui me sont arrivées. Et en apprenant à les percevoir, déjà vous allez les percevoir plus facilement, vous serez plus heureux, vous serez plus à même d'être joyeux et de donner aux autres parce que vous dites finalement j'ai eu de la chance. Alors que si vous faites, j'ai envie de dire, l'exercice postmoderne inverse qui est de voir le ressentiment à l'œuvre, de voir ce qu'on vous a pris, de voir ce qu'on vous doit, de voir ce qu'on vous a pas donné, eh bien c'est une perspective choisie, une disposition de l'intérieur qui ensuite va noircir votre monde et va avoir des conséquences morales et affectives catastrophiques sur le long terme. Et ça, c'est un choix. C'est vraiment, j'aimerais insister là-dessus. Alors, oui, c'est un choix, mais ça n'est pas toujours facile. C'est-à-dire évidemment. D'ailleurs, on peut tous être pourri gâtés à un moment. Quand votre vie s'améliore, c'est vrai que vous pouvez devenir plus exigeant et plus ingrat et plus insatisfait. Je veux dire, mon livre ne s'appelle pas La sainteté, hein, et il m'arrive à moi aussi d'être en colère pour de mauvaises raisons, d'avoir l'impression que je n'ai pas reçu assez ou qu'on me doit quelque chose. Bon, j'essaie de le voir et de me corriger. Donc, voilà, je ne voudrais pas donner l'impression que... Mais c'est un beau défi à relever et un choix interne. C'est d'abord une... Alors, je n'aime pas trop le mot d'idéal, parce que je n'aime pas cette idée que voilà, c'est inatteignable, mais c'est quand même un rapport au monde. C'est une vision, c'est une intention. Oui, c'est une intention qu'on pose devant soi et on essaie d'être à la hauteur de celle-ci autant qu'on le peut. Après, sur le choix... oui, c'est un choix, mais j'ai plutôt envie de dire que c'est un chemin, parce que, en tout cas, ça ne peut pas tomber du ciel. Pour reprendre mon exemple personnel, puisqu'on a commencé ainsi, j'ai toujours eu envie de réussir, de faire mieux, donc je n'ai jamais été dans ce ressentiment-là. Mais bien sûr, il m'arrivait
de me sentir injustement traitée par la vie. Et alors, je ne le montrais pas forcément, et je préférais, voilà, ce que je préférais montrer et ce que je préférais exprimer, c'était cette volonté de réussir, de mieux faire. Mais pour que vous changiez vraiment à l'intérieur, il faut plus que ça. Et je pense qu'il faut tout simplement des épreuves aussi. Et d'autres épreuves. Alors bien sûr, il y a l'épreuve initiale dont j'ai parlé. Mais il y a des épreuves qui vous font vous rendre compte que vous aussi, si vous pouvez avoir souffert, mais vous pouvez aussi faire souffrir les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, mais plus tard. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, moi aussi, il m'est arrivé de faire du tort à des gens qui m'étaient très chers. Et d'ailleurs, c'était lié aussi à mon ambition, à mon envie de réussite. Tout cela a pu faire que j'ai pu être un petit peu trop... Enfin, j'ai un peu négligé certaines personnes autour de moi, et notamment dans ma famille. Il y avait une tension finalement entre mon individualisme et mon conservatisme. Et c'est seulement en comprenant que j'avais moi aussi fait du tort, que j'avais moi aussi blessé des gens, que je me suis rendu compte de ce que je leur devais et du fait que ces gens n'étaient pas forcément là toujours pour m'aider sous prétexte que j'avais souffert. Parce que ça, c'est aussi le problème. Quand vous avez souffert, vous avez tendance à penser que, même si vous faites beaucoup d'efforts, les gens doivent vous aider. Bon. Vous voyez, tout ça, c'est plus compliqué que simplement se dire un jour, tiens, voilà, maintenant j'ai décidé d'être content, j'ai décidé d'avoir de la gratitude. Ça prend du temps. Et il faut, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut accepter de se regarder en face, de se regarder aussi en face quand on est quand on agit mal. Et ensuite, la gratitude que vous éprouvez est d'autant plus profonde. Et je pense que quelqu'un comme Roger Scruton a dû faire ce travail-là parce qu'il a pu le dire ou il a pu me le dire. Il sait, il dit qu'il a fait des erreurs, il s'en veut de certaines choses, il regrette de certaines choses. Donc il faut toujours se regarder quand même froidement. Oui, je suis d'accord. Il faut la combiner avec l'humilité et ça reste, disons, un muscle spirituel ou psychique à muscler dans la durée, la gratitude. On n'a jamais fini de l'avoir. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, allez, arrête d'être ingrat, ressaisis-toi un peu. Il faut que ce soit un chemin complet de la personne et pas seulement de sa tête, ça doit venir du cœur. Bien sûr. Et si ça vient du cœur, ça veut dire que ça vient aussi des relations avec les autres. C'est aussi pour ça que j'ai de la gratitude envers des expériences négatives, parce que ce sont des expériences qui m'ont aidé à grandir, ou même envers certaines personnes qui m'ont fait du mal, même envers mon père. J'ai une forme de gratitude envers lui. Alors, elle n'est pas totale, elle n'est pas complète, elle est ambiguë, mais j'arrive même parfois à le comprendre et à l'aimer comme il est et à me dire qu'il a fait de son mieux. Et bien sûr, j'ai une gratitude immense à l'égard de Roger Scruton. Je me demande ce qui me serait arrivé si je ne l'avais pas lu, en fait. C'est une question même existentielle. L'article que vous citez, vous dites c'est le dernier mot qu'il a écrit peu de temps avant sa mort, est paru dans le Spectator, donc c'était en décembre 2019. Oui, et c'était après une année très difficile où il y avait eu contre lui toute une cabale orchestrée par un magazine qui s'appelle le New Statesman qui avait publié des citations tronquées de sa part. Bon. C'était terrible. Moi, je l'ai vu vivre les conséquences concrètes de cet épisode. En fait, il en était malade. Alors, certains disent que ça a contribué à la maladie qu'il a emportée. Je ne sais pas, mais je l'ai vu souffrir et c'était quelqu'un de très, très solide. Il était solide comme un roc. Il ne laissait pas transparaître beaucoup d'émotions. Et quand on voit quelqu'un comme ça, attristé parce qu'on a déformé ses propos, c'est douloureux. Enfin, c'est douloureux pour tout le monde autour de lui. Et vraiment, cette dernière année, là où il était très malade et... Oui, entre le moment où il a appris qu'il allait mourir et sa mort, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Il y a eu 6 mois entre le diagnostic posé... Je ne sais pas exactement parce que je ne sais pas ce qui se savait vraiment au sein de sa famille, mais ça a été assez rapide. Et puis, comme souvent, malheureusement, dans ces maladies, il y a eu une période de rémission. Et moi, je l'ai vu en décembre à ce moment-là. C'était, je crois, juste au moment où est paru cet article. Il allait bien, il faisait des projets pour l'avenir, il voulait écrire une autobiographie intellectuelle.
et relisait les épreuves de son dernier livre paru, il me semble, qui est Parsifal. On avait juste changé, ils avaient changé sa chambre, ils l'avaient mis au rez-de-chaussée pour qu'il soit plus simple pour lui de se déplacer. Donc je me rappelle voilà, de cette configuration-là. Il y avait plein de cadeaux dans sa chambre. Moi, je l'ai quitté à ce moment-là, avant les vacances de Noël, et je pensais que je le reverrais quelques semaines plus tard. Et je me suis toujours demandé s'il savait. C'est-à-dire, avec mon mari, on en avait beaucoup parlé parce que mon mari apprécie beaucoup Roger, et il m'avait dit, mais tu sais, il sait peut-être, en fait. Il savait peut-être qu'il allait partir, mais il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé à sa femme, au sien, parce que voilà, c'était plus beau de vivre ce dernier Noël tous ensemble. Alors, je ne sais pas hein, si je ne suis pas en train de reconstruire rétrospectivement, mais c'était quelqu'un de tellement courageux et qui avait tellement d'abnégation qu'il, à mon avis, il est tout à fait, il était capable de faire ça. Donc ce texte-là, cet article, j'engage vraiment vos auditeurs et vos téléspectateurs, vos spectateurs. Oui, c'est MP4, donc ça compte, oui. Tous ceux qui nous entendent et nous voient, vos abonnés. Vos abonnés, voilà. Et à ceux qui vont le devenir, absolument. À lire ce texte qui est absolument magnifique et où il explique que malgré toutes les épreuves et cette cabale et cette souffrance, eh bien, il dit « The meaning of life is gratitude ». Ouais. Donc il dit, voilà, le sens de la vie. Et la première moitié de la phrase, c'est justement quand on se rapproche de la fin de la vie, exactement. On comprend son sens et c'est la gratitude. Et je peux vraiment vous assurer qu'il n'écrivait pas ça parce que ça faisait joli. Il le pensait profondément. Alors encore une fois, il aurait pu se dire quelle sale année, j'ai une cabale contre moi, je suis malade, je vais peut-être y passer. On aurait pu comprendre dans ce contexte-là qu'il est des derniers écrits plus épicés, entre guillemets, ou plus cyniques. Et donc, encore une fois, c'est pour la notion de choix. C'est ça que je trouve ça... Oui, bien sûr. Enfin, ou peut-être que la notion de vertu est peut-être mieux, parce que la vertu, c'est quelque chose qui se travaille dans la durée. Aristote parle de disposition stable. Peut-être que lui, ça ne lui demandait pas d'effort à ce point-là de suivre, entre guillemets, la vertu, mais parce que c'est l'apothéose, l'aboutissement d'une vie entière... avec quand même cet idéal en tête, ou une sorte d'étoile nord morale qui guide et qui fait qu'à la fin, ce texte arrive entre guillemets naturellement, malgré le contexte. C'est possible. Pour comprendre son évolution aussi, on peut lire d'autres écrits comme Gentle Regrets, qui me semble a été publié en 2010, mais je ne suis pas tout à fait sûre, mais qui est déjà une sorte d'autobiographie intellectuelle, avec des vignettes qui sont assez personnelles et en même temps qui sont toujours, comme toujours chez lui, reliées à des réflexions d'ampleur. Et il parle de sa relation à sa famille, il parle notamment de sa mère, et il explique quand même qu'il s'en veut de ne pas avoir été plus affectueux avec sa mère, d'avoir même été assez froid avec elle, alors qu'elle était martyrisée par son mari, donc le père de Roger. Donc si on lit entre les lignes, enfin, on peut vraiment faire toute une évolution cette fois-ci, retracer toute une évolution du Scruton personnel, en lisant ces textes les plus intimes. Et on peut les retrouver depuis... Alors, il y en a beaucoup parce que dans la tradition anglaise, anglophone, on parle beaucoup de soi. Souvent beaucoup de soi pour commencer un livre ou pour expliquer pourquoi on fait telle ou telle réflexion. Ouais. Beaucoup plus. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi dans ce livre. Et donc, si vous faites ce travail un peu de recherche, vous verrez que le jeune Scruton était quelqu'un de beaucoup plus fier, de beaucoup plus sec, de beaucoup plus dur aussi, et qu'il a changé, qu'il a grandi et qu'il le reconnaît. Et il explique que c'est notamment par son second mariage, donc en rencontrant sa deuxième femme, Sophie, qui était plus jeune que lui, qui avait peut-être 20 ou 25 ans de moins que lui, en ayant 2 enfants avec elle et en s'installant donc dans la campagne anglaise, il s'est apaisé, il s'est trouvé lui-même. Ouais. Alors, il y a une partie du conservatisme qui est, je pense, la plus contre-culturelle aujourd'hui et la plus difficile à amener. C'est pour ça que je vous passe la patate chaude sans vergogne. Merci. C'est l'éloge des préjugés. Alors, dit comme ça, les préjugés, ça nous paraît impossible. Et c'est une des choses justement les plus intrigantes quand j'ai découvert le conservatisme, c'est de tomber sur ce mot et de tomber ensuite sur une défense de la chose plutôt qu'une critique de la chose qui est vraiment dans l'air du temps en permanence. Qu'est-ce que le conservatisme entend
par un éloge du préjugé et comment faut-il le lire? J'ai eu la même réaction que vous, mais peut-être même plus forte, puisque je me rappelle, je travaillais à l'Institut de l'entreprise, et là, le directeur des études, qui était mon supérieur, qui était aussi un conservateur, me parle d'Edmund Burke, parce que moi, je commençais à lire Burke. Il me dit, mais tu sais que Edmund Burke fait l'éloge du préjugé. Et là, je me suis un petit peu raidie, je dois dire. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. J'ai quand même retrouvé le passage en question, c'est dans les Réflexions sur la Révolution de France, où Edmund Burke fait l'éloge du préjugé dans un contexte quand même particulier, qui est la défense du modèle historique, politique anglais, comparé à celui de la France révolutionnaire. Burke explique tout simplement que le préjugé est une béquille pour l'être humain. Le préjugé, c'est la somme de toute la sagesse passée, accumulée par les siècles, qui nous est donnée quasiment comme un cadeau quand on arrive sur cette terre. C'est-à-dire qu'au lieu de, comme tout à l'heure avec cet exemple de dessin, la feuille blanche, de la feuille blanche, d'arriver sur terre, de n'avoir aucune idée sur rien, de devoir tout seul en fait se déterminer et s'orienter, faire les mauvaises et les bonnes expériences, on a une sorte de bible, de manuel de survie dans le monde, donc de préjugés qui vous indiquent ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est moins bon de faire, ce que telle personne semble vouloir dire quand elle se comporte de telle façon. Bon, en gros, c'est une sorte de manuel de décryptage du monde et d'action dans le monde. Le préjugé est fondé sur le principe que la nature humaine existe. C'est-à-dire que... Il y a une constante. Ah ben bien sûr. Si la nature humaine n'existait pas et que nous changions en permanence, nous ne pourrions jamais prévoir à la fois ce que nous-mêmes allons faire, ce que les autres vont faire et ce que signifie leur action. Si la nature humaine existe, ce que pensent les conservateurs, ce que je pense aussi personnellement, on a tout intérêt à essayer de la connaître, de la comprendre. De voir les patterns. Et voilà, les ces grandes lois. Exactement. D'essayer de voir quelles sont ces grandes lois. Et les préjugés, ça n'est que ça. C'est intégrer ces connaissances sur ces lois, sur l'être humain, et les utiliser. Oui. Burke montre très bien que la raison nue ne peut rien dans le monde. La raison nue a besoin de la béquille qui est le préjugé. Alors bien sûr, des préjugés peuvent être faux, ils peuvent être invalidés, c'est le cas constamment, mais vous voyez bien que quand vous invalidez un préjugé, vous créez un nouveau préjugé qui va venir s'ajouter à cette grande banque, cette base de données dont j'ai parlé. Il y a une forme d'humilité en fait. Dans la mesure où le réel est trop compliqué, il nous faut identifier des patterns, d'ailleurs il n'y a pas de traduction française du terme, qui se répètent, des répétitions, des motifs. Ouais. Et je pense que ce qu'il faut rappeler et faire comprendre aux gens aussi, c'est que le préjugé d'un individu est le post-jugé de son ancêtre, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, son ancêtre a remarqué des choses, et donc ça se cristallise un peu dans la culture populaire, dans les traditions, comme attention à telle ou telle chose, remarquer telle ou telle constante, et donc ça permet aux descendants d'avoir des informations, alors pas froidement rédigées, mais implicites, tacites, des coutumes, à partir duquel simplifier pour partie le monde. Alors quand on simplifie, on trahit évidemment, mais il faut toujours on est obligé de simplifier pour penser, on est obligé de repérer des constantes pour pouvoir se déplacer dans le monde, et au même titre que l'enfant qui naît sans parents ne naît pas libre, mais naît orphelin, de la même façon, l'individu qui naît sans coutume, sans tradition et sans préjugés ne naît pas plus libre, mais naît nu, en quelque sorte, et sans repère. Et là, il ne sera pas plus libre, il sera dans le désert. Bien sûr, moi c'est très bien dit. C'est indissociable aussi du fait que pour les conservateurs, il n'y a pas d'un côté l'intellect et puis de l'autre les émotions, la vie sensible. Les deux sont liés. Oui. Donc si vous essayez de vous repérer dans le monde, vous devez agir là, maintenant. Le préjugé, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la base d'une réflexion intellectuelle, d'une dissertation de 6 heures. Non, c'est maintenant, là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans cette situation, il y a une personne un peu antipathique qui s'avance vers vous. Elle a quand même l'air un peu, peu amène. Votre choix, c'est quoi? De vous dire qu'une personne, je ne sais pas, un homme seul, un peu, qui a l'air... Avec une capuche ou par exemple, ou si vous êtes une femme, il est tard le soir, vous êtes toute seule et vous voyez des hommes... qui se mettent à courir, par exemple. Non, mais même qui sont ensemble, massés ensemble.
le préjugé est que peut-être que ces gens ne vous voudront pas forcément du bien. Donc vous n'aurez pas forcément le luxe d'un poste jugé. Mais bien sûr, donc il y a vraiment cette idée d'action concrète. Et par ailleurs, ça n'est pas grave si un préjugé, encore une fois, est faux, parce que il vaut mieux partir d'un endroit qui vous semble dangereux, qui ne l'est peut-être pas, de prudence, que de rester et puis de payer, de devoir supporter les conséquences de ce mauvais choix. Donc il y a une asymétrie en fait entre le positif et le négatif qu'on oublie tout le temps. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint l'idée que les conservateurs ont une vision assez noire de la nature humaine, et ils ont raison, parce qu'il vaut mieux exagérer le négatif, exagérer les risques, exagérer les peurs, que le positif, parce que le prix à payer du négatif est bien plus fort. Si vous ne voyez pas ce qui est négatif, ce qui peut vous nuire, et que ce négatif vous arrive, c'est bien pire que si, par exemple, vous ne voyez pas ce positif, ce qui vous favorise, et que vous le ratez. C'est pas grave. Donc il y a cette conscience aussi du prix que l'on doit payer à cause de ce qui est violent, de ce qui détruit, de ce qui est instable. Et il faut aussi considérer le préjugé dans ce contexte-là. Le préjugé, moi, je le vois vraiment comme un outil dans un monde qui est quand même plutôt incertain. Bien sûr. Et vous avez parlé de nature humaine, et je pense que c'est un sujet intéressant parce que ça permettra de distinguer, je dirais, postmodernisme, conservatisme et pour partie libéralisme, parce que je pense qu'il y a en effet un terrain d'entente sur la nature humaine entre libéraux et conservateurs, mais pas pour autant une posture strictement identique. Donc postmodernisme, l'être humain est une pâte à modeler qui malheureusement a été remodelée par des structures de domination, donc globalement c'est pas terrible, parce que c'est un homme qui a été... Alors il y a le bon sauvage rousseauiste, soit, mais quand même globalement, vu que la société est mauvaise, on a des pâtes à modeler forgées à l'image de la société mauvaise. Que les intellectuels ont le droit de forger. Et de reforger en mieux, et de bien reforger, sûr. C'est l'exception, Absolument. Bien sûr. Scruton avait des pages magnifiques là-dessus. L'intellectuel aime, disons, des conceptions très constructivistes de la société, parce que c'est lui qui va être en charge de remodeler les pâtes à modeler. Bon. Ensuite, vous avez... Je dirais le terrain d'entente d'abord, pour commencer, libéral-conservateur, qui est de dire non, l'être humain a une nature humaine. Donc déjà, rien que ça, c'est quasiment la distinction gauche-droite à elle seule. Parce qu'une fois que si l'être humain est une pâte à modeler, alors à ce moment-là, l'utopie est possible, et vu qu'elle est possible, elle est souhaitable, et donc on peut tout faire en vue de l'utopie, on peut casser des œufs pour faire son omelette. Mais néanmoins, il y a des divergences, me semble-t-il. Le libéralisme, alors, est-ce qu'on fait de Hobbes le fondateur du libéralisme? Pierre Manant dit oui, certains libéraux disent oui. Moi aussi, parce que j'ai étudié Hobbes grâce à Pierre Manant, qui avait écrit un très bon livre sur... Naissance de la politique moderne. Exactement. Époustouflant. On l'a reçu ici, on en avait parlé, c'était formidable. Bon, chez Hobbes, quand même, l'homme est un loup pour l'homme. Il n'y a rien en l'homme autre qu'un désir de subdue en anglais, donc de soumettre. Oui. La seule fois dans l'état de nature où les hommes s'allient entre eux, c'est pour tuer un autre homme, donc c'est quand même pas reluisant. Et il me semble que chez les conservateurs, et je mettrai Scruton pour le coup dans le camp conservateur là-dessus, il y a quand même l'idée de Solzhenitsyn que la ligne du partage entre le bien et le mal, mais il y a quand même le bien dans le bien et le mal, traverse le cœur de chaque homme, et qu'il y a quand même un désir d'amour intrinsèque. Bien sûr, oui. Et je trouve qu'on ne retrouve pas tout à fait ça dans les écrits purement libéraux, pour le coup pas libéraux conservateurs, de la nature humaine, ou... Mais de cette époque, parce que ça a changé. Oui, sans doute, j'entends. Les premiers libéraux, en effet, peuvent être assez noirs sur la nature humaine. Certains sont, je dirais, quand même plus modérés, c'est-à-dire qu'ils voient le bien et le mal. Cette idée de frontière entre bien et le mal, elle est présente quand même plus chez les conservateurs, elle est présente chez les libéraux, mais je trouve qu'il y a aussi des libéraux, et c'est plus près de nous, qui sont très optimistes. C'est-à-dire que les libéraux de la fin du XXe siècle, alors sont-ils de vrais libéraux? Ça, c'est une autre question, mais ces libéraux-là ne voient que voient plus le bon de la nature humaine que le mauvais. Ils ont quelque chose d'assez naïf quand ils vous expliquent que le commerce suffira à rapprocher les hommes. Alors, mais sur ça, je voudrais introduire une distinction, notamment qui vient de Christophe Geffroy, qui avait écrit une très belle phrase, qui est pour les libéraux, il y a un pessimisme des acteurs et un optimisme du système. C'est-à-dire que c'est un peu la fable des abeilles que vous citez. Tout à fait, oui. On a une espèce de truc un peu étonnant où on verse du vice dans une machine et de l'autre côté sort de la vertu. Donc là, on n'a pas besoin d'acteurs vertueux. On peut avoir des gens
mauvais, ou en tout cas format Adam Smith un peu plus neutralisé, disons, de l'intérêt individuel plutôt que du vice. Et de par nos systèmes économiques, vont ressortir des vertus publiques, ou en tout cas un intérêt commun, collectif meilleur. Donc là-dedans, on n'a pas besoin, si vous voulez, de postuler qu'il y a une bonne nature humaine pour que ça tienne. Et je trouve que le conservateur là-dessus a quand même besoin d'insister sur les vertus des acteurs et pas simplement les vertus du système. Tout à fait. En fait, le conservateur garde cette idée de frontière entre bien et le mal, mais partout. C'est-à-dire que cette frontière, elle vaut à l'échelle collective, mais elle vaut à l'échelle individuelle. Et le conservateur est constamment en lutte pour que cette frontière, qui n'éteindra jamais complètement le mal, se déplace quand même. Oui. Et qu'elle puisse laisser disons, que la part du bien soit la plus grande. Mais quand je parle de lutte, c'est que c'est une action constante, c'est un effort constant. On ne peut pas se contenter d'avoir quelques règles et quelques mécanismes, quelques normes. Et puis, c'est quelque chose qu'on entretient en permanence. Et c'est vrai que chez les libéraux, finalement, il y a de tout. Quand je parlais du doux commerce, et des libéraux de la fin du XXe siècle, ceux de la mondialisation heureuse, par exemple, je pense que c'est des gens même qui n'ont quasiment pas de conception de la nature humaine individuelle. Oui, oui. C'est quand même, ce ne sont même pas de vraies théories, c'est plutôt une espèce de vision globale de l'histoire, des rapports entre les nations. Mais puisque l'idée même de nature humaine a perdu beaucoup de son relief. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise peu, que seuls les conservateurs utilisent. Prenez les libéraux d'aujourd'hui, si vous leur parlez de nature humaine, ils ont tendance à se rapprocher des postmodernes. Ils ont tendance à vous dire que, de toute façon, la nature humaine, ça n'existe pas. Et en effet, ils se réfugient derrière l'idée de la vertu des institutions et des mécanismes. Il faut faire les deux. Je ne crois pas qu'on puisse distinguer les mécanismes, la structure d'une société, les institutions, et en même temps les gens qui les forgent. Pourquoi ? Parce que pour avoir de bonnes institutions, il faut quand même qu'il y ait des idées bonnes et de bons comportements, des bons acteurs et des personnes bonnes, enfin qui cherchent le bien plutôt. Et dans l'autre sens, pour qu'il y ait des personnes qui recherchent le bien, il faut que des institutions bonnes leur donnent des exemples et les accompagnent. Tout à fait. Mais il faut aussi avoir conscience que, je reprends cette idée de mouvement, et que parfois des instincts mauvais donnent de très bons résultats au niveau collectif. Le vice, la recherche du vice, comme dans la fable des abeilles, c'est quelque chose qui peut permettre l'enrichissement collectif. Parfois, c'est le contraire, c'est la bonne intention individuelle qui va produire au niveau collectif des dommages. Donc ça n'est jamais arrêté, ça n'est jamais fixe. Alors, vous allez me dire, ça ne nous avance pas beaucoup. Ça ne donne pas de solution. Mais au moins, ça permet de toujours réévaluer sa pensée en fonction, justement, du présent et des épreuves que la vie apporte. C'est pour ça aussi que je trouve un peu agaçant quand certaines personnes disent, et surtout me disent, oui, mais on ne peut pas être libéral et conservateur. Enfin, pardonnez-moi, mais dans la vie réelle, rien n'est absolu. On ne peut pas faire de système. On doit s'adapter toujours à l'être humain, à sa complexité, à la complexité des relations humaines. Et donc, il faut être toujours, et c'est paradoxal d'ailleurs, dans un état d'adaptation permanente pour que le système soit stable. Oui, alors justement, sur ça, vous dites on ne peut pas être libéral, que ceux qui disent qu'on ne peut pas être libéral et conservateur vous agace. Je vais commencer par... C'est la première fois que je le dis publiquement. Le portrait que vous faites de quelqu'un qui est celui qui a le plus insisté sur, disons, l'incompatibilité entre libéralisme et conservatisme. En classe de terminale, je fis une rencontre intellectuelle cruciale, celle de mon premier maître, le philosophe Jean-Claude Michéa. Avant le premier cours, je n'avais aucune idée de ce qu'était la philosophie. Dès les premières minutes, je fus comme touché par la grâce, ou plutôt la foudre. Les questionnements qui me travaillaient depuis toujours, réalisais-je, étaient de nature philosophique. J'avais trouvé ma vocation et décidé solennellement d'en faire mon métier. C'est un bel éloge. Par ailleurs, dans d'autres pages, vous le décrivez comme un grand pédagogue philosophe. Extraordinaire. Parlez-nous de votre première rencontre avec Jean-Claude Michéa. Tout est dans ces quelques lignes. Hein. Ça existe, en fait, le coup de foudre intellectuel. C'est-à-dire que et comme un coup de foudre, c'est rapide.
C'est-à-dire que j'entre dans la salle, je m'assois, tout le monde nous a parlé de Jean-Claude Michéa. Il était déjà connu. Ah oui, et puis surtout il était connu au lycée parce qu'il fallait absolument tomber dans sa classe. Vraiment, c'était un prof extraordinaire. Bon, nous on avait seulement 3 heures de philosophie par semaine parce j'étais en terminale scientifique. Donc je ne savais pas tellement à quoi m'attendre. Et puis j'avais déjà cette espèce d'esprit de contradiction chevillé au corps. Donc je commençais à me dire, oui, mais si tout le monde l'aime, pourquoi moi je devrais... Bon, le monologue intérieur n'a pas duré puisque Monsieur Michéa est rentré. Il a une présence déjà physique. Il impose le respect, ne serait-ce que par sa posture, sa voix. Il a une forme de sérieux, il a une autorité, mais voilà, aussi au sens étymologique. C'est un vrai maître. On le sent tout de suite. C'est difficile à expliquer. Il écrit au tableau qu'est-ce que la philosophie, premier cours. Et là, j'ai oublié le contenu, sauf que il y avait quand même, à un moment, il expliquait que on ne pouvait pas répondre à une question dans l'absolu. On se demandait toujours, ça dépend de ce que veut dire tel ou tel terme. Donc, par exemple, qu'est-ce que la philosophie ? Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle la philosophie. Donc, on va essayer de définir. Il y avait toujours des poupée russe un peu. Oui, et puis une recherche constante de sens, de définition. Et là, soudain, une lumière s'est allumée dans ma tête et j'ai eu un coup de foudre, je pense, pour la matière autant que la pensée ou que la pédagogie de Jean-Claude Michéa. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ma façon d'aborder les choses et le monde, c'était celle-là. Je me demandais tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Qu'est-ce que c'est que l'idée du mal ? Parce que je me posais beaucoup de questions, vu mon histoire. Qu'est-ce que c'est que le mal ? Qu'est-ce que c'est est-ce que si je suis triste, est-ce que c'est par comparaison avec les autres qui ont une vraie famille ou est-ce que c'est parce que je suis triste dans l'absolu ? Et des questions comme ça, quand on a 10 ans, c'est pas très normal. Mais en même temps, ça montre que j'avais une appétence pour le savoir et l'investigation intellectuelle. Et donc, il est arrivé là en m'offrant, Jean-Claude Michéa, à la fois la méthode et le meilleur professeur pour cette méthode-là. Donc voilà, c'était fait tout de suite. Moi, j'étais complètement sous le charme. Je suis sortie de ce cours en me disant, mais voilà, ça y est, c'est ça. Je suis faite pour ça. Et je lui dois énormément. Voilà, j'ai à son égard beaucoup de gratitude pour ça, pas forcément pour tout, parce qu'il y a eu des épisodes un peu plus que je trouvais un peu plus ambivalents après dans mon rapport avec lui. Mais c'est vrai que au départ, je suis devenue une michéiste convaincue, c'est-à-dire que je me suis mise à penser comme lui, surtout. C'est souvent comme ça quand on trouve un maître intellectuel. D'autant qu'il avait commencé à se faire parler de lui. Il avait publié ce livre sur l'éducation qui s'appelait L'enseignement de l'ignorance. Ma mère l'avait lu, le lisait, je l'avais lu aussi. Alors, j'avais pas tout compris, je crois. Et alors, ce qui était assez fin dans ses cours, c'est qu'il nous faisait des cours tout à fait classiques, les notions de philosophie, les auteurs. Mais il arrivait quand même à nous faire, à nous transmettre ses idées à lui. Donc assez vite, si on écoutait bien, on commençait à comprendre qu'il était critique de mai 68, qu'il était critique du libéralisme, qu'il n'aimait pas du tout Adam Smith, justement parce qu'Adam Smith faisait l'éloge de l'intérêt personnel. Et si en plus, comme moi, on lisait à côté, en parallèle du cours, ce qu'il pouvait écrire, voilà, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce qu'était le michéisme et à y adhérer. J'ai adhéré d'abord à son conservatisme social. C'est pas un traditionnaliste, il fait pas du tout l'éloge de la famille. D'ailleurs, lui-même, je crois, n'a pas d'enfant. Mais quand même, c'est quelqu'un qui faisait l'éloge de la stabilité dans son ensemble et de la stabilité aussi de des communautés, des traditions, même du folklore. Et il expliquait que ce qui avait détruit cette stabilité-là, cette stabilité sociale et économique et politique, c'était le marché.
le marché, le libéralisme économique. Et moi, j'ai adhéré à ça parce que j'y voyais une interprétation, en fait, de ma propre situation. Puisque moi, j'avais souffert des conséquences de l'instabilité, de la permissivité de mai 68, qu'il critiquait beaucoup. Pas tant la permissivité, je pense que mai 68 et sa permissivité culturelle, par exemple. Comme moi, j'avais souffert de tout ça, eh bien, voilà, grâce à Méchéa, j'avais trouvé la cause. C'était les bobos, mai 68, le libéralisme, parce qu'en plus, il montrait très bien qu'il y avait une alliance entre les libéraux et les libertaires, et que les libertaires avaient tout intérêt à pousser, à favoriser le libéralisme économique. Ah oui, voilà, libertaire, oui. Parce qu'en fait, ils trouvaient dans la liberté économique leur meilleur allié. On déstructure tout en même temps, avec d'un côté l'économie, de l'autre les mœurs. Et donc, on peut, si on est libéral économiquement, on peut être très facilement libéral sur les questions de mœurs. Et si on est libertaire, eh bien, il n'y a rien qui nous empêche de devenir libéral sur les questions d'économie. C'est d'ailleurs comme ça qu'il expliquait la trahison de la gauche. La gauche eh bien, avait accepté le marché parce qu'elle était devenue d'abord libertaire. Et elle avait trahi, ce faisant, eh bien, la classe ouvrière et ses coutumes, ses traditions, sa solidarité. C'était très important pour lui. Cette idée il venait d'une famille de communistes. Hein, et il était très attaché à cette vision qui me semble quand même un petit peu idéalisée. Mais en tout cas, à l'époque, j'ai pris tout en bloc. Oui, mais comme souvent, avec la découverte d'un maître. Comme souvent. Et je m'en suis éloignée avec le temps parce que, en commençant à faire des études d'économie, en commençant aussi à gagner ma vie, je me suis rendu compte quand même que ce grand méchant marché n'était pas forcément si méchant, qu'il était aussi une continuation de la méritocratie. Et qu'il offrait à des gens qui partaient de rien ou de pas grand-chose une possibilité d'évolution. Une possibilité d'évolution qui, à mon avis, l'État n'offre pas, ou en tout cas n'offre plus dans notre monde. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a... Enfin, je le comprends, mais en tout cas, au départ, je ne comprenais pas pourquoi il avait une telle détestation de la liberté économique, sachant que, et là, ça devenait très personnel, pour moi, c'était un tremplin. Et je le dis dans le livre, je reconnais que quand ma situation matérielle s'est améliorée, c'est vrai que je suis devenue plus libérale sur les questions économiques. J'admets parfaitement cette ambivalence. Mais précisément, je ne voyais pas pourquoi ça rentrait en contradiction avec la stabilité, puisque moi-même, j'étais la manifestation concrète qu'on pouvait être les deux, qu'on pouvait à la fois rechercher la stabilité sociale et en même temps, accepter quand même qu'il y ait de la circulation dans la société, la circulation des élites notamment, pour que les choses ne s'enquistent pas, tout simplement, parce qu'une société a besoin de renouvellement de ses élites. C'est pour ça que j'ai commencé à ce moment-là, donc je devais avoir, c'est entre mes 22 et 25 ans, à m'éloigner de sa pensée, à essayer de conceptualiser l'équilibre entre ce pôle conservateur et ce pôle libéral. Non pas que je ne vois pas les contradictions, parce que quand je dis ça, on me dit oui, mais le marché déstructure, le marché change, le marché détruit, c'est la destruction créatrice. Oui, très bien, mais ce faisant, on oublie complètement que le marché stabilise aussi. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de marché, si vous n'avez pas de croissance, si vous n'avez pas d'emploi, où est la stabilité ? Oui. J'ai du mal à voir en quoi le marché ne serait qu'une force destructrice. Alors sur ça, je me souviens que dans justement cet entretien Figaro-Vox, qui devait être un moment assez beau, parce que vous aviez ce dialogue avec votre maître, avec lequel vous étiez tombé en désaccord, et donc il y avait l'élève et le maître en débat, qui est un très beau papier, je me souviens. Il y a un exemple que vous citez là, que vous citez ailleurs, qui est de dire, prenez l'Angleterre puritaine, ils sont très libérales, très capitalistes économiquement, et on ne peut pas dire qu'ils soient libertaires. Il me semble que la difficulté avec cet argument, c'est d'analyser précisément ces pays-là dans la durée. Vous dites également dans votre ouvrage, le conservatisme est libéral au Royaume-Uni, et le libéralisme là-bas est conservateur. J'adore ce pays, on a tous les deux beaucoup grandi et vécu là-bas. C'est quand même, pour toute leur qualité, un peuple fondamentalement de boutiquiers. Et c'est intéressant de voir que Margaret Thatcher était fille d'un boutiquier. C'est
un peu quand même scrutonne nonobstant un monde du tableur Excel et un monde dans lequel, si vous êtes quelqu'un qui ne respectait pas les coutumes du tout autre ère civilisationnelle, tant que vous travaillez, globalement, ils ne sont pas capables d'avoir des arguments contre votre présence. Ce qui est assez intéressant, alors qu'en France, pour le coup, on a géré un désir d'unité culturelle qui est beaucoup plus fort. Marcel Gauchet disait que c'est vrai de la gauche comme de la droite. Même Rousseau, il veut faire l'unité, hein, il déteste ceux qui font bande à part, le communautarisme. Hein. À droite, religion, monarchie, historiquement, on veut faire un. Eux, c'est un peuple quand même de boutiquiers, de commerçants, de par les échanges économiques historiques. Et je trouve que le paradoxe chez eux, c'est qu'ils ont en effet un parti principal, alors qui est dans le top 3 aujourd'hui, que ça a un peu changé électoralement, des grands partis, qui s'appelle conservateur. Ça, c'est vrai. Nous, on a à peine un sous-courant qui s'appelle le mouvement conservateur. On l'assume pas et on se pince le nez. Exactement. Devrait être le parti conservateur. Alors, il paraît que Bruno Retailleau dit avoir lu l'intégralité de l'œuvre de Scruton. Si c'est vrai, c'est impressionnant, mais dans tous les cas, c'est politiquement impressionnant de l'avoir dit. L'intégralité, je ne sais pas, mais je sais qu'il l'a lu, je sais qu'il l'apprécie énormément, et c'est tout à fait sincère. Bon, ça c'est déjà significatif. C'est une exception dans les deux sens du terme. Ah oui, complètement. Mais donc, pour rester sur le Royaume-Uni, il me semble que leur situation aujourd'hui, que ce soit sur le plan culturel ou migratoire, est quand même moins enviable que la nôtre, ce qui n'est pas peu dire, parce que la nôtre n'est pas très enviable dans l'absolu. Je trouve que c'est difficile d'avoir un rapport à l'avenir, là aussi, d'allumer une lumière au bout de notre tunnel culturel et civilisationnel. Mais pour autant, je trouve que là-dessus, ce peuple libéral-conservateur, entre guillemets, aujourd'hui, ne ressemble plus du tout à l'époque victorienne. On est d'accord là-dessus. Et Théodore Dalrymple, par exemple, ou Scruton, à leur façon, chronique cet effondrement aussi moral et culturel du conservatisme anglais, mais du peuple anglais, qui me paraît quand même plus avancé que le nôtre. C'est une vraie question. En fait, la question que vous posez, c'est de savoir s'il n'y a pas à un moment une autonomisation du libéralisme économique qui, quand il est coupé de ses racines, je dirais conservatrice, politique, c'est-à-dire quand il est coupé de cette idée qu'on partage une culture commune, une nation et des mœurs, quand il est coupé de cette source-là, peut quand même continuer à vivre de façon indépendante. Voilà, et je ne sais pas, c'est la question que pose la Chine aussi. Oui, c'est vrai. On a vu que la liberté économique s'est développée en Chine, la richesse, surtout la croissance, sans aucun changement, sans aucune libéralisation du régime. Le communisme est encore là, à certains égards. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est que pour moi, le cas de la Chine montre qu'il ne s'agit pas de vrai libéralisme, finalement. Il n'y a pas de vraie liberté d'entreprise en Chine aujourd'hui. Et surtout, depuis l'arrivée de Xi au pouvoir, il y a un resserrement assez important et une nouvelle prise de contrôle du parti sur l'économie. Donc ça ne dure qu'un temps. Bon, prenons l'exemple britannique parce que c'est plus près de nous. Dans mon modèle, on peut arriver à une coexistence entre un conservatisme du corps politique, conservatisme au sens... Un conservatisme modéré d'ailleurs, déjà libéral-conservateur sur les questions sociales et politiques, qui coexiste avec un libéralisme économique. Votre objection est de dire... Ce libéralisme économique peut se détacher et devenir complètement absolu sans qu'il ait rien, sans qu'il n'ait plus aucune dette en fait envers le conservatisme politique. Ça semble possible, mais à ce moment-là, et là vous allez me dire peut-être que je fais une réponse de philosophe, ça dépend d'eux, mais ça dépend de ce qu'on appelle le libéralisme économique. Le libéralisme économique que je défends est un libéral-conservatisme. Déjà, au sens où il n'est pas un libéralisme intégral, sans limite, sans égard pour l'environnement, la société, la nature. Il doit être inscrit dans un espace politique concret. Donc oui, que des gens puissent travailler, échanger librement, alors qu'ils ne s'entendent absolument pas sur ce qu'est la vie bonne, qu'ils n'ont pas la même religion et même qu'ils peuvent se détester, qui vivent de façon complètement séparée, comme c'est quand même le cas dans certaines régions au Royaume-Uni, pardon. Oui, c'est possible. Mais pour moi, ce n'est plus du libéralisme,
c'est du matérialisme total. C'est une subordination de la vie humaine à la consommation et à la production, mais sans aucun égard sur les sources morales et les sources civiques qui doivent le sous-tendre. Je pense qu'in fine, un tel libéralisme ne peut pas survivre. Cette espèce de vie matérialiste, je ne sais pas comment la nommer autrement, va rencontrer des obstacles, où elle va s'autodétruire, où elle va perdre ce qui en fait la sève. Mais prenons peut-être je précise que dans votre premier ouvrage, vous avez 2 chapitres à la suite, un peu sur la question du libéralisme-conservatisme, qui était parfait pour moi à l'époque, parce que ça permettait vraiment de situer les désaccords sur la question à la suite. Votre ouvrage-là s'appelle « La gratitude ». Qu'est-ce que la publicité aujourd'hui, sinon la création de l'ingratitude? Le consumérisme, c'est regarder ce que vous avez, ça n'est pas suffisant parce qu'en réalité, votre voiture est dépassée, il faut la suivante. Je parle de voiture parce que je crois qu'il y a une citation assez connue du directeur de la publicité de General Motors qui parle de « the organized creation of dissatisfaction », la création organisée de l'insatisfaction. Bon, c'est très difficile de concilier, je dirais, cette disposition de l'esprit, ce muscle spirituel dont on a parlé, qu'est la gratitude, avec l'explosion de la publicité dans nos sociétés. De 1950 à 1970 en France, on a multiplié par 5 les dépenses publicitaires. Par rapport aux années 80, aujourd'hui, dans les années 80, le Français avait en moyenne 200 messages publicitaires par jour. Aujourd'hui, on est à 1200. Qu'on sous-estime dans la rue, dans les médias, dans les applications gratuites pour enfants notamment. C'est, je pense, une niche publicitaire malheureusement porteuse. La publicité, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient du désir purement de la sphère économique de croissance, et qui a des conséquences culturelles. Je me souviens que dans votre premier ouvrage, vous parliez des publicités Glidden. Oui, je me rappelle très bien. Les fameuses choses extra-conjugales, l'euphémisme quasiment monoparental, extra-conjugal. Bon. Je reçois des newsletters de Glidden auxquels je ne me suis pas abonné, je précise, mais je ne sais pas, ils m'ont repéré. C'est incroyable. Mais donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, mettons qu'on ait un couple qui se dispute et que ce soit une période difficile, la publicité, notamment si elle est massive, arrive à ce moment-là. On peut imaginer que ça puisse participer à l'effondrement du couple. En dehors même du fait que la publicité, c'est évidemment implicitement l'idée que acheter des choses vont vous rendre heureux ou vont résoudre vos problèmes. Ça, c'est une demande qui part de l'économique, qui a des conséquences dans le culturel. Et il me semble que ceux qui sont pour, c'est mon cas et je crois que c'est votre cas aussi, la restriction des publicités en général, je ne sais pas, de la quantité de publicité par jour peut-être, de publicités comme Glidden plus particulièrement pour sûr. Là, à ce moment-là, lorsqu'ils s'avancent sur leur pupitre, ils se retournent, il n'y a plus aucun libéral derrière eux qui les soutient dans cette démarche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voulez dire que... La restriction de la publicité serait vue comme l'intrusion de l'État, des mœurs, bien sûr. Un paternalisme odieux, etc. Alors, je suis un peu en désaccord avec vous. Enfin, pas en désaccord. Je vous apporte une contradiction qui est plutôt que... Je ne sais pas si c'est la cause des comportements. C'est difficile de savoir si la publicité cause nos envies d'acheter, nos envies de tromper, nos envies de boire. Enfin, Alors, vous avez raison. Votre exemple était très fin. C'était on n'est déjà pas dans une très bonne situation et donc la publicité arrive au bon moment. Donc, c'est peut-être plus ainsi que ça se passe. Ce qui est assez pervers dans la publicité, c'est qu'elle utilise justement nos faiblesses. Oui. Donc, la meilleure réponse, l'idéal, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que nous soyons tellement armés, nous soyons tellement insensibles, tellement forts en fait, que la publicité n'ait aucun effet sur nous. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué dans votre vie ou dans celle chez les gens qui vous entourent, je ne sais pas, mais on n'est pas aussi vulnérable vis-à-vis des tentations extérieures ou des influences extérieures selon qu'on se sent bien ou moins bien. Enfin, oui, c'est vrai. Et ça, c'est très intéressant. Le coup de blues qui se transforme en shopping. J'ai beaucoup vu ça autour de moi. Alors, il y a des exemples bien pires. Il y a des révélations qui ont été faites sur les pratiques de Facebook dans les dernières années. Alors, je viens de lire un ouvrage assez stupéfiant qui s'appelle « Careless People » par Sarah Wynne Williams, qui a travaillé chez Facebook entre 2011 et 2017 et qui
au départ était très enthousiaste, mais a vite déchanté, et qui explique notamment que des ingénieurs étaient capables de savoir, de cibler le moment où les adolescents, adolescentes qui consultaient Instagram ou Facebook se sentaient vulnérables physiquement ou psychologiquement, et de vendre cet espace-là à des annonceurs. C'est-à-dire à un moment où cette adolescente se sent trop grosse, par exemple, vous lui envoyez la publicité pour je ne sais quoi. Et ça, ils peuvent le faire. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça vraiment... j'ai l'impression qu'on est vraiment... On est tombé dans quelque chose d'absolument diabolique. Donc oui, là, il y a une façon aujourd'hui tellement précise et calibrée de profiter de la vulnérabilité humaine qui est terrible. Pardon, juste sur ça, l'argument libéral classique, mais qui est un peu mort aujourd'hui, c'est de dire la publicité est là pour vous donner des informations factuelles pour que l'individu libre et éclairé maximise ses préférences en rationalisant les meilleurs choix, pour faire simple. Et d'ailleurs, il y a un siècle, les publicités, ça nous paraît fou aujourd'hui, c'était une espèce de gros bloc de texte, et on vous donne toutes les caractéristiques de la voiture, et aujourd'hui, on va vous mettre une musique, un peu un parfum, une ambiance, où là, il n'y a pas vraiment de données factuelles données. La pub pour l'iPod, qui a été assez marquante, donc 2003-2005 de mémoire, c'est des silhouettes qui dansent. Bon, on ne vous dit pas, vous avez 50 gigas de musique. Non, c'est des ambiances, c'est le cerveau plus reptilien, c'est intangible, c'est un état d'esprit, quasiment une façon d'être. C'est pas tout à fait la même chose que la publicité d'il y a un siècle. Le problème des libéraux, c'est que les libéraux intégraux, c'est qu'ils ne comprennent pas la psychologie. Donc la psychologie, la cognition, notre rapport aux informations, à la façon dont on traite ces informations, et même l'état de notre humeur, ne les intéresse pas. C'est-à-dire que l'idée qu'une information ou une idée ait une influence sur nous, ou nous rende plus ou moins vulnérables, ne fait pas partie de leur système. Donc c'est très difficile d'avoir ce genre de conversation avec des libéraux qui vont vous dire « oui, d'accord, mais peu importe, tout est potentiellement nocif, acceptons un peu de risque, une dose de risque dans le monde ». Mais pour moi, la conversation ne doit pas être posée de cette façon. Être libéral-conservateur, c'est accepter que dans certains domaines, comme tout simplement de la préservation de notre capacité d'attention, de notre esprit et surtout de la santé psychique de nos enfants, dans certains domaines, on accepte de mettre des barrières, des contraintes qui peuvent même être très fortes. Si l'on considère que sans ces contraintes et ces barrières, on met en danger un des fondements de la vie humaine et peut-être même un des fondements du libéralisme. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut être libéral, comment on peut défendre l'individu si cet individu-là n'a plus de cognition libre, s'il est soumis en fait à tellement de sources de déconcentration et de distraction qu'il n'est plus lui-même. Donc l'individu que loue le libéral, l'individu responsable, l'individu libre parce que responsable et responsable parce que libre, il n'existe plus. Il doit d'abord être façonné par des institutions non libérales. Vous parlez de la partie, famille. Tout à fait. Je dis juste... Non, mais vous avez tout à fait raison. Et alors ça, c'est très important. Les libéraux doivent comprendre que le libéralisme dépend d'institutions non libérales, à la fois historiquement pour et dans le présent. Pour définir non libéral dans ce contexte, qui ne soit pas fondé sur le contrat. On n'a pas dit illibéral. Non. Attention. Non libéral au sens où on avait reçu Rémi Brague ici qui nous avait dit la naissance est l'acte le plus antidémocratique qui soit, on n'a rien demandé. Bon, c'est un peu la même chose. Et on est dans une famille, on n'a rien demandé, on est dans une communauté, on n'a rien demandé, on n'a pas choisi stricto sensu. Et pour autant, au même titre qu'on ne choisit pas vraiment d'aller à l'école aujourd'hui, en même temps, c'est des impositions un peu inévitables qui font de nous des êtres humains ensuite capables de choisir librement. Ça rejoint ce qu'on disait sur la contrainte au Exactement. Début. Et je pense qu'on en sait aujourd'hui suffisamment sur ce que causent les réseaux sociaux et cette communication numérique permanente pour pouvoir prendre des décisions collectives, comme l'a fait l'Australie, par exemple, qui a interdit l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. Ce qui est par ailleurs une des recommandations du psychologue Jonathan Haidt dans son excellent livre « Génération anxieuse ». Donc pour en revenir à votre question, ces débats ne doivent pas être figés dans le temps. C'est l'autre erreur des libéraux de penser que tout a été réglé au XIXe siècle, que ça y est, on a la réponse parce que John Stuart Mill a expliqué que voilà, c'est ainsi qu'il faut concevoir la liberté dans tel contexte. Non, bien sûr qu'il y a des valeurs intemporelles, mais justement, pour les préserver, il faut accepter de changer. C'est bien ce qu'explique Edmund Burke quand il explique que un État pour se conserver, doit avoir les moyens de se réformer.
Donc c'est ça qui compte. Je pense que les libéraux conservateurs seront mieux à même à défendre la vraie liberté que les libéraux intégraux. Mais c'est intéressant parce que sur ça, il y a un clivage sur faut-il ou non interdire TikTok entre certains libéraux et d'autres, notamment pour les enfants, je précise, parce que nous, par exemple, on va estimer que l'enfant n'est pas libre dans ce contexte et qu'un enfant qui est capable de se concentrer 2 secondes 5, c'est même pas une exagération dans certains cas, ne pourra pas assister à un cours, ne pourra pas lire un livre, ne pourra pas lire une phrase, et donc ne pourra pas faire un individu libre et responsable capable d'aller faire du troc sur le marché. Vous savez, il y a 2 références pour moi dans ce débat. Il y a la junk food et la cigarette. La question, c'est de savoir si on considère que pour les enfants, pour les adultes aussi d'ailleurs, mais prenons les enfants, les réseaux sociaux s'apparentent à de la junk food. Je ne connais même plus on pourrait dire fast food en français, fast malheureusement, food, le terme est anglais. La junk food, ou est-ce que ça s'apparente à de la cigarette? On a suffisamment d'études aujourd'hui pour savoir qu'on est quand même plus proche de la cigarette que de la junk food. Et donc, dans ce cas-là, on peut décider collectivement d'interdire TikTok et d'interdire même d'interdire Instagram jusqu'à 16 ans, d'interdire Facebook, d'interdire, je ne sais, enfin, si vous m'écoutiez, moi je les interdirais tous, mais parce qu'il y a une autre dimension qui est géopolitique. On fait comme si il s'agissait de services, inoffensifs. Il y a un nombre de souveraineté, bien sûr, vis-à-vis de la Chine. TikTok, c'est quand même s'il y en a bien à choisir en premier, c'est celui-là. Et puis ensuite, limité à 10 minutes par jour en Chine et à des contenus éducatifs et balancé en Occident, gratuit, sans limite et pour du contenu appétissant. Mais ça vient aussi, je pense, cette discussion avec les libéraux ou entre libéraux conservateurs vient d'une appréciation différente du risque. Bien sûr que le risque, une prise de risque mesurée est importante dans la vie. Quand vos enfants apprennent à marcher, je crois que vous avez des enfants petits, on est à un moment, on est obligé de les lâcher, ils tombent. Alors oui, ils pleurent, ils ont un bleu. On n'a pas envie qu'ils tombent, ils pourraient se faire très mal, mais bon, ils tombent pas de très haut, ça va. Tout cela est calculé et mesuré. Graduel. Et c'est comme ça qu'en prenant ces risques-là, les enfants grandissent. Bon, c'est pas la même chose que de mettre un enfant devant un précipice et de lui dire « vas-y, saute ». Tu vas apprendre à sauter en faisant ça. On apprend à nager en nageant, mais pas en mettant un enfant de 6 mois dans l'océan Atlantique. Non, voilà, où on apprend. Enfin, moi, je sais pas plonger. On a essayé de m'apprendre à plonger en me jetant du haut dans la piscine. Ça ne marche pas. C'est-à-dire il y a des choses qu'il faut apprendre. Oui, bien sûr. Et je pense que l'exemple est assez simple pour être compris de tous. Et c'est toujours aussi étrange dans le cadre du numérique, de ces réseaux sociaux. On fait comme s'il s'agissait de choses très très compliquées, mais dès qu'on les compare à des choses simples comme la junk food, la cigarette, la piscine, le ravin, là tout de suite, les gens se réveillent. Vous savez, il y a ces exemples qu'on donne. Je me demande si c'était pas une campagne de publicité qui avait été faite où vous avez 2 adultes tout nus qui se présentent chez quelqu'un et qui tapent à la porte, qui disent bonjour, où est votre fils on est là pour qu'il nous regarde, en train de faire l'amour. Et là, les parents sont un petit peu choqués. Mais c'est ce qui se passe quand un enfant regarde un film pornographique. Bien sûr. Et là, soudainement, en fait, on fait comme si tout ce qui était virtuel restait virtuel. Mais ce qui est virtuel n'est pas du tout virtuel. Ce qui est virtuel a une influence très concrète dans la vie, et à commencer par, disons, notre vie intellectuelle, émotionnelle et affective. Alors je me retiens de toutes mes forces de poursuivre cette conversation. Je suis sûr que c'est un effort immense. On pourrait faire 2 heures sur le sujet et on le fera sans doute un jour avec joie. Il faut néanmoins conclure. Y a-t-il un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt ? Eh bien, vous m'aviez prévenu que vous me poseriez cette question. J'ai beaucoup réfléchi. Je suis incapable de vous en donner un et je sais pourquoi. C'est parce que je pense qu'on lit les livres qu'on doit lire au moment où on les lit. Au sens où ce sont presque les livres qui nous lisent. On pourrait ne pas être sensible à un livre et qui nous bouleverse 10 ans plus tard. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience. J'ai lu, par exemple, de la démocratie en Amérique quand j'avais une 20aine d'années. J'ai eu du mal à rentrer dans cette prose qui est quand même un petit peu aride. Ouais. Et puis, je n'ai pas compris. Je l'ai relu 10 ans plus tard. Et cette fois-ci, j'étais prête. Donc, les livres nous rencontrent autant qu'on les rencontre. Ils arrivent toujours au bon moment. Donc, je vous dis ça aussi pour que vous n'ayez pas de regret d'avoir commencé à lire trop tard, selon vous, parce que vous n'étiez peut-être pas prêt.
Peut-être. Oui, c'est gentil en tout cas. Et vous vous êtes rattrapé depuis. J'essaye. Mais du coup, en recommandation de lecture, plus généralement, vous metteriez de la démocratie en Amérique Oui, bien sûr. Alors, j'ai un tropisme quand même pour la non-fiction en anglais. D'accord. Je lis beaucoup de livres publiés en anglais. C'est comme ça aussi que j'ai découvert Roger Scruton. Alors, bon, si je devais recommander un livre que j'aime particulièrement, ça n'est pas très original, hein, mais c'est L'archipel du Goulag, qui est un livre qui m'a vraiment frappé, mais le mot est faible, étonné au sens littéral. Donc oui, ça c'est un Solzhenitsyn. En général, c'est un des plus grands auteurs qui soit. Donc, je le recommande particulièrement. Du Goulag. Très bien. Oui. Et pourquoi est-ce important de lire tout court au sein d'une émission qui s'appelle Transmission? Donc, le thème a été présent tout au long de la conversation. Alors, c'est très important de lire parce que lire, c'est accepter de ralentir pour moi. La temporalité change quand vous lisez. Déjà, vous êtes seul avec vous-même et l'auteur. Et vous remarquez quand même, quand vous lisez, que votre respiration est plus calme, tout va plus lentement. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réfléchir à toute vitesse en lisant, qu'il n'y a pas plein d'idées qui arrivent les unes après les autres, pas du tout. Mais c'est le corps est plus calme. Et d'autant plus aujourd'hui où je crois beaucoup de personnes ont du mal à se concentrer. Enfin, les distractions sont constantes. Moi, j'ai réalisé ce qu'on appelle un declutter numérique il y a quelques mois. Ah, bravo. Et ça n'est pas une détox, je vous explique. Alors, d'accord. C'est horrible qu'on doive utiliser ces mots. Comment dire ça en français? Ça n'est pas un régime numérique, donc un régime de diète numérique. C'est un décrassage total et constant, le declutter. J'utilise très peu mon téléphone. Je n'ai plus de réseaux sociaux. Bon, à part LinkedIn, c'est une sorte de CV. Hein. Oui. J'interagis assez peu par texto, seulement 2 fois par jour. Je regarde mes messages. Très admiratif. Je ne regarde mes mails que tous les 2 ou 3 jours. Et surtout, j'ai un système de classement de mails quand ils arrivent automatiquement qui fait que je n'ai pas à regarder d'autres choses que ce que je cherche. Bon, bref, je vous passe les détails. Non, je suis envieux. Mais c'est pas... Ouais. Enfin, bref, je pourrais vous raconter si vous voulez en coulisses. En tout cas, ça a changé ma vie. Et c'est là que j'ai remarqué que je vivais dans un état en fait, de stress et d'attention, de sollicitation permanent. Fragmentation de la perception et de l'attention. Fragmentation permanente. Et justement, la lecture, je ne dirais pas que c'est l'état que j'ai pendant que je lis, c'est l'état que j'ai toujours, mais je me suis rapprochée maintenant de l'état de la lecture un peu au quotidien. Donc j'ai réussi à ralentir tout mon quotidien, toute mon attention. Et quand je lis, j'apprécie d'autant plus que j'arrive à être dans un état de calme en dehors de la lecture. Donc j'incite vraiment vos abonnés, vos futurs abonnés à lire. Et il faut accepter que quand on n'a pas l'habitude de lire, ce soit un exercice difficile. Bien sûr. Il ne faut pas se décourager, se dire « Ah, lire n'est pas pour moi, je n'arrive pas à me concentrer. » C'est un muscle là aussi. Exactement. Il faut commencer par 5 minutes par jour. Ensuite, 10 minutes, un quart d'heure. Il faut aussi utiliser les moments d'ennui pour sortir un livre et lire au lieu de sortir son téléphone. Et essayer aussi d'avoir des livres en papier ou Kindle, mais qui ne soient pas sur le téléphone. Parce qu'ensuite, la notification nous amène ailleurs. Bien sûr, parce que moi, à un moment, j'avais mis mon application Kindle sur mon téléphone. Et je me suis rendu compte que c'est le même objet. Donc, l'objet vous rappelle tout le reste. Mais même, il y a des études sur le fait qu'ils parlent de brain drain quand on a un téléphone dans la champ de vision pendant qu'on fait autre chose. Exactement. Donc, moi, je le mets sous un coussin en essayant de lire parce que sinon, je me dis... Je vais aller voir Twitter. Quoi. Alors, mettez-le stade supérieur, branchez-le à un endroit chez vous et laissez-le là, comme si c'était un téléphone fixe. C'est vrai. Voilà, c'est ce que je fais en rentrant chez moi. Bon, en fait, on l'enchaîne pour ne pas être enchaîné par lui, en quelque sorte. Exactement, c'est très bien dit. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un éloge de la lecture, mais aussi de la déconnexion. Mais parce qu'en fait, concrètement, aujourd'hui, c'est ça le choix. On a une fourche existentielle, et c'est l'un ou l'autre. Sur le temps d'ennui, est-ce que ce sera de l'écran, est-ce que ce sera du livre? Ou de l'ennui. Ou de l'ennui, qui est exactement c'est-à-dire une très belle chose. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Oui. Hier, je suis rentrée de vacances. On est rentré tard. À l'aéroport, on attendait les bagages. Ça a mis un temps fou. Eh bien, j'ai décidé de regarder les bagages.
en attendant le mien et les gens autour. Et ça, c'est que possible quand vous avez, pour être un peu technique, un taux de dopamine, enfin un besoin de dopamine assez bas, qui fait que vous pouvez... Parce que ceux qui sont, par exemple, tout le temps en train d'écouter de la musique, en train d'être sur un écran, l'ennui, c'est vraiment un supplice chinois. Enfin, c'est un autre niveau de... Le corps a un besoin Bien à ce sûr. moment-là de voir quelque chose qui se passe. Mais ça s'apprend. Et Je comme suis d'accord. c'est comme un sport. Au début, c'est très difficile de se mettre à faire de la musculation ou un nouveau sport, mais après, les bénéfices sont tellement importants que jamais vous n'abandonnerez votre Non, activité. bien sûr. Et, Donc, c'est vous, pareil. vous ne regretterez jamais le trajet, une fois arrivé de l'autre côté. Enfin, Non. vous direz, non, mais j'ai bien fait. Enfin, personne Alors, ne regrette sa détox Ça me numérique. fait penser à un livre qui rejoint un petit peu ces sujets en anglais, donc ce sera un autre conseil de lecture. Michael Easter, The Crisis of Comfort, D'accord. donc la crise du confort, Intéressant. qui montre comment justement on peut se forcer à se mettre dans des situations d'inconfort très fort, physique. Il va faire un tour en Alaska, enfin, c'est assez dingue, pour retrouver une forme de sérénité à la fois psychique et physique. Et même de gratitude vis-à-vis du confort. Alors Parce ça, c'est que évident. Parce que moi, quand il revient de son périple et qu'il prend sa première absolument. douche, il est très content. Mais moi, c'est via notamment le scoutisme et le fait de camper dehors que d'un seul coup, le trajet en bus, il n'y a rien de plus ennuyeux, mais en fait, quand on y pense, vous êtes à l'abri, vous êtes au chaud et vous êtes assis sur quelque chose de moelleux. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est 3 luxes qui sont pas si souvent réunis et que par ailleurs, vous traversez une distance folle en très peu de temps parce qu'à pied, c'est autrement plus long. Mais ça, il faut sortir du confort pour le percevoir. Bien sûr. Bon, pareil, on pourrait continuer un siècle. Il faut vraiment conclure. Merci beaucoup, Laetitia Schroeff-Renard. Je redonne le titre de votre livre, La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue, aux éditions de l'Observatoire, et également votre premier, qui était Vous avez dit conservateur. Vous en avez fait d'autres entre-temps, mais je ne les ai pas lus, j'ai lu ces deux-là. Merci pour votre disponibilité, c'est les meilleurs. Merci à vous. Merci Et beaucoup. une prochaine fois avec grand plaisir.